Reprenez le contrôle, sortez de l'Union européenne. Bienvenue à toi, Charbel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, j'ai vachement suivi dernièrement tes interviews et tout. J'ai trouvé que franchement, tu avais une vie ultra intéressante. Donc toi, tu es d'origine libanaise, c'est ça? Tu es de 78. Tu es arrivé en France en 89 pour le bicentenaire de la Révolution. Alors moi, c'est un peu différent parce que j'étais arrivé une première fois en 87 et on était reparti au Liban et on est revenu en 89 exactement. Ah oui, ton père n'a pas aimé. Il a dit, tu m'as fait rire. J'ai rigolé quand il disait. Il a vu les champs de maïs. Il dit non, je préfère la guerre. Il a dit je préfère la guerre. Il a eu en tout cas, c'est cool. Ah bah c'est normal, hein, faut s'adapter. Surtout que de 0 à 11 ans dans un pays, changer de pays, tout le Liban et tout. C'est pas simple au départ. Quand on nous a emmené la première fois à la mer, il a fallu faire 400 bornes, on n'a rien compris. On a failli vomir 3 fois sur la route. En tout cas, c'est intéressant parce que j'ai vu un peu tes analyses, tes punchlines géopolitiques et tout, c'est très très intéressant. Et tu peux bien voir qu'en ce moment, au niveau Moyen-Orient et surtout avoir l'opinion d'un Libanais, un mec de là-bas, tu vois, qui connaît vraiment les rouages du truc, c'est très intéressant. Donc en gros, t'es né en 78, t'arrives en 89, tu t'es installé, donc t'arrives en 6e quoi, en France. Ouais, c'est ça. Paris. Dans le sud, région parisienne, entre Paris et Orléans, ouais. Ok. Pas trop dur l'école quand t'es arrivé? Non, puisque nous on parlait déjà, si tu veux. En fait, si tu veux, au Liban, on était déjà, on parlait déjà français, arabe et anglais. Donc on avait déjà le français était bien, parce qu'à l'époque, si tu veux, t'apprenais en première langue. Bien sûr, ta langue natale, l'arabe, et il y avait en deuxième langue le français. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est anglais, arabe. Et ensuite, t'apprenais l'anglais. Donc moi, quand je suis arrivé ici, j'avais déjà, si tu veux, je comprenais le français. J'avais pas le problème de la langue. Ils ont zappé le français, ça y est, maintenant c'est. Non, anglais. c'est parce qu'en fait, si tu veux, maintenant c'est l'anglais, quoi, partout dans le monde. Hein. Et donc après, tu peux apprendre le français, bien évidemment. Mais en première langue, si tu veux, en deuxième langue, si tu veux, après ta langue natale, c'est l'anglais, ouais. Le plus courant. Les Libanais, ouais, sont francophones. Donc t'arrives, ça se passe bien. Après, bon, en gros, t'as esquivé la guerre, quoi, parce que le Liban est rentré dans. On n'a pas trop esquivé parce qu'en fait, si tu veux, même quand t'es, enfin moi je l'ai vécu 11 ans, de 78 à 89, mais quand on est arrivé ici, si tu veux, la guerre elle s'est terminée officiellement en 90. Donc ouais 75-90 ça a duré et en fait même tu sais même quand tu vas dans un autre pays, quand t'es immigré en tant que Libanais, t'es toujours connecté avec ce qui se passe sur place. Là rien que là quand ça a commencé le 28 février, on est connecté jour et nuit à ce qui se passe là-bas. Tu la vis, mais tu la vis mais à 200%. La seule différence, c'est que tu prends pas physiquement les bombes, mais t'as la famille là-bas, t'as tout le monde là-bas. Tu parles avec ton oncle au téléphone, t'entends que ça pète derrière puisqu'il habite à Beyrouth, tu vois, ce genre de choses. Ouais, c'est flippant. Bon, on va en revenir de toute façon. Là, et puis le Liban, c'est grand comme un mouchoir de poche, tu vois, par rapport à la France, tu vois. Donc tout le monde se connaît, tout le monde se sent concerné partout, si tu veux. C'est tout petit, c'est 250 km de long sur 120 km de large. Donc tu immigres en France en 89. Ouais. Ça se passe bien, tu deviens militaire. Ouais, je m'engage dans l'armée en 98, ouais. Tu t'engages et, ironie du sort, on te renvoie au Liban. Alors, ouais, je m'engage dans l'armée. C'est double effet qui se coule. C'est ça, je m'engage dans l'armée et en fait, en 2001, j'étais à cheval sur 2001-2002, si tu veux, on a eu une mission à la Finule, qui est tombée sur le régiment là où j'étais. C'était le 5e Dragon quand il était encore à Val d'Aon, dans l'Est. Et donc, une compagnie tournante au Liban. Hein. Donc, j'ai fini casque bleu au Liban pendant, je crois que c'est 5 mois, quelque chose comme ça. C'est quand même hallucinant. Hallucinant. Ouais, c'était particulier. Hein. Je te cache pas que c'était pareil. Bon, je me suis éclaté, c'était ma meilleure mission. Hein. C'était en 2002, c'est ça? 2001-2002, à cheval entre 2001 et 2002. On était parti là-bas, je crois, c'était en septembre 2001 et on est rentré en avril 2002, quelque chose comme ça. Ah, t'as connu le 11 septembre au Liban, en plus? Non, je te dis des conneries, puisque le 11 septembre, j'étais ici, moi. Le 11 septembre, on est parti juste après, on a dû partir en octobre.
Ah ouais, ça devait être Mm. chaud l'ambiance, j'imagine. Et donc, Ah, c'était compliqué, ouais. tu fais une carrière militaire, et Bon, j'ai pas après, fait carrière, j'ai fait un contrat de 5 ans. ah, c'est quand même une petite carrière quand même. T'as fait tes 5 ans? Ouais, bien sûr, je devais aller en école de sous-officier à Saint-Mexan, mais j'ai préféré m'arrêter là, si tu veux. Ça m'a valu les foudres parce que j'avais déjà ma place à Saint-Mexan, si tu veux, j'étais sélectionné à l'école de sous-off et j'ai dit non, non, je préfère aller. C'est bon, 5 ans de ma vie, ça suffit. Je préfère aller gagner un peu d'argent, si tu veux, et faire un peu de business et me lancer dans quelque chose, dans autre chose. Quoi. Je voulais faire autre chose. Et Voilà. donc après, tu t'es lancé dans l'immobilier aux alentours Voilà. de 2003 et depuis, tu es dans 2003. l'immobilier. Depuis, je suis Ok. dans l'immobilier. J'ai Mais t'es voilà. arrivé dans l'immobilier quand il fallait pas, quoi, quand tous les prix avaient explosé, quand tu vois Ah bien. bah, Parce je que, suis arrivé, moi. Non, non, on a connu les meilleures années. 2003, c'était en plein, le début de l'explosion des prix. ouais, c'est vrai, remarque, Ouais, c'est vrai, ouais. c'est Et vrai. on a connu des années de folie jusqu'en 2007, 2008, 2008. La Ouais, crise des ouais. subprimes aux États-Unis. Et après, on a commencé à connaître la période vache maigre, si tu veux. Enfin, vache Bah oui, maigre. parce qu'en vérité, Tout est relatif, hein. Tout est relatif. bah oui, parce que le prix du mètre carré sur Paris, il est aux alentours de trois Alors, mille, quatre attention. mille. Attention. Moi, je suis pas sur Paris. Moi, je suis en campagne. Je suis sur un marché de primo-accédants. C'est-à-dire que chez nous, le prix au mètre carré, c'est de la connerie. Hein. Tu peux pas calculer. C'est un paramètre parmi tant d'autres quand tu fais une évaluation de bien. Donc, quand on parle de prix au mètre carré, tu peux pas comparer, si tu veux, même en période de crise, ce qui se passe dans les grandes villes par rapport à ce qui se passe dans les campagnes. Parce que dans les grandes villes, par définition, si tu veux, c'est pas des primo-accédants ou très très peu. Ou alors quand c'est un primo-accédant, c'est quelqu'un qui arrive avec un gros apport, quelque chose comme ça. Donc c'est pas la majeure partie des clients. La majeure partie des clients en primo-accédant, en première acquisition, c'est des gens, si tu veux, de la classe très moyenne ou moyenne et qui arrivent avec un petit apport, tu vois, c'est leur première acquisition. Donc c'est pas du tout le même marché, c'est pas du tout la même perception bancaire du Ouais, client. c'est sûr Voilà. que t'achètes une maison dans la Nièvre ou bien à Paris, ça n'a rien à voir, c'est clair. Donc tu fais ta petite carrière là-dessus et depuis, t'es dessus. Depuis maintenant 20 piges. Ça fait 20 ans que t'as dans l'immobilier? Depuis, ouais, bah ouais, ça fait 23 ans. Hein. Ok. Et de fil en Au 1er aiguille, mars, ça fait 23 ans. ok. Et de fil en aiguille, t'as commencé à t'intéresser via les gilets jaunes ou comment t'as commencé Non, à... en fait, si tu veux, j'ai commencé à m'intéresser, si tu veux, à ouvrir ma bouche, comme dirait l'autre. Alors que nous, dans l'immobilier, oh là là, faut surtout pas faire de politique, Bah faut oui, c'est la surtout pas. question que j'allais te poser. Oui, mais alors moi, je vais te dire ça, j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'on peut penser. Ça me passe au-dessus du cigare. Hein. Moi, en fait, si tu veux, j'ai pas commencé pendant les gilets jaunes. J'ai commencé vraiment pendant le coco. Tu vois. Ouais. Le déclencheur, c'est quand Castex et Attal ont commencé à expliquer que les ados ont le droit d'aller se faire pic-pic sans l'autorisation des parents. Ouais, c'est vrai que rien qu'à voir Castex, ouais, Non mais, rien enfin, je qu'à veux le voir, dire, on s'affole déjà. bah déjà, ouais, t'as le physique de tes idées, mec. Donc, C'est vrai qu'il a une tête à se faire ah bah, pécho à Pattaya de il a une tête Calbut de au Schwitz. Castex. Il a une tête de Castex, voilà. Donc ok, donc tu as eu le coco, donc ça fait ouais 5 ans que tu as commencé à chroniquer, de fil en aiguille, tu as commencé à voir Borowski, TVL, tout ça, Alors c'est ça? non, Borowski TVL, c'est là sur la deuxième moitié de 2025. Si tu veux que ça a commencé. Ça s'est fait complètement par hasard. En fait, il se trouvait qu'à TVL, il y a un des ingénieurs du son qui me suivait, qui me suit toujours sur les réseaux, avec qui on a super sympathisé et tout. Et puis un jour, il m'a introduit à TVL. Il a donné, si tu veux, ma chaîne, etc. Enfin, ce que je faisais, quoi, à Eric Morillo. Et puis un dimanche, je roulais, j'étais sur l'autoroute et Eric Morillo m'appelle. Et donc il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de venir mardi pour enregistrer un bistrot liberté. Alors j'ai dit ouais, j'avais jamais fait ce truc-là moi. Et donc j'ai dit ouais et puis ça s'est fait comme ça quoi. Ça s'est fait comme ça. Ok, Et nickel, Mike nickel. Borowski, pareil, c'était pareil. Un jour il m'a contacté et puis j'ai dit ouais, ok, avec plaisir. Et il connaissait ton passif de militaire, le Liban. Non, 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 il connaissait pas forcément. Alors je sais pas s'il le connaissait, j'en ai jamais discuté si tu veux, mais je pense qu'il a dû regarder ce que je faisais sur les réseaux parce que t'invites pas quelqu'un sur Et un sur les plateau. réseaux, j'ai vu, tu parles beaucoup d'immobilier, tu parles pas de géopolitique. Enfin, j'ai pas Non, vu. je parle. Si, c'est parce que alors ici là sur mon compte TikTok ici, je parle que de géopolitique. J'ai un compte TikTok, j'ai aussi si tu veux
comment dire, Mais un thème, sur un YouTube, c'est que thème. immobilier. Non, 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 sur YouTube, au contraire. J'ai ma chaîne Ah, YouTube où d'accord. je parle géopolitique. On est à 128 000, j'ai 128 700 abonnés. J'en ai une autre à 24 000, qui parle que géopolitique et celle qui parle immobilier, on est à 1300, 1400 abonnés, tu vois. Ah ouais, ben voilà, moi j'ai vu que. Ah, ok, d'accord. Et Non, donc, si tu veux, cette partie des réseaux sociaux qui est exclusivement dédiée à l'immobilier et pas pour faire de la pub sur mes biens, si tu veux. Si, sur mon TikTok, sur mon YouTube, je fais des reportages, si c'est tu des veux. conseils, j'ai vu vachement Voilà, c'est du conseils. conseil, c'est Ouais, c'est bien. réglementation, les Ok. lois, etc., quoi. Voilà. Donc on peut dire une immigration réussie. Ah bah ça dépend ce qu'on appelle réussi, parce que tu sais, j'ai connu des dépôts de bilan, j'ai connu la Banque de France, j'ai connu tout ce petit monde-là Ah aussi, bah hein. tu es un vrai Français, hein, tu sais. Voilà, et je m'en suis Comme relevé, disait j'ai mis quand même 10 Seguela, ans. si t'as pas de dépôt de bilan avant 50 ans, t'as loupé ta vie, quoi. Ah ouais, bah je sais que j'ai réussi, voilà. Donc voilà, donc ok. Et en fait, moi j'ai trouvé que c'était vachement intéressant parce que t'avais vraiment l'œil du. Déjà, t'avais gardé ton sens critique. T'essayes d'être impartial. Moi j'ai vachement aimé ça. Et surtout, on n'entend jamais le point de vue des chrétiens d'Orient, quoi. Les Libanais, les Syriens, les Égyptiens. On n'entend jamais leur point de vue. Et c'est un point de vue vachement important. Parce qu'on te pose toujours les mêmes questions. Alors, qu'est-ce qui se passe au Liban, tout ça. Et t'es obligé de refaire la chronologie un peu de l'histoire pour expliquer, parce que sinon les gens ne comprennent rien. Donc je vais la faire rapidement. Donc en gros, le Liban, il se retrouve en sandwich au Moyen-Orient depuis facile une bonne centaine d'années, suite à la chute de l'Empire ottoman au début 20e. La France et l'Angleterre a découpé toute cette zone-là avec la Corsaïre-Picot. Et de fil en aiguille, vu qu'il y a aussi la création d'Israël à partir de 48 et 15 ans avant, déjà, même 20 ans avant, ça se chiffonnait déjà dans le coin. Le Liban a toujours été le voisin de ce conflit et c'est parti vraiment en cacahuète à partir du moment où les Palestiniens, après, on peut dire les années 60-70, sont venus avec L'accord du Caire en 69 qui a foutu la merde. donc les mecs, les Palestiniens sont venus se réfugier au Liban et de là, ça y est, c'est parti dans les conflits, les règlements de compte, parce qu'il y avait un certain équilibre. Moi, par exemple, mes parents, euh, le Liban, tu disais le Liban des années 60, c'était des films, la Suisse du monde arabe, quoi. Tu vois, c'est quelque chose, quoi, le Liban. Surtout que le Liban, c'est particulier comme pays. C'est un pays avec une élite très très puissante. C'est les banquiers du monde arabe, tu vois, et ils sont très très forts au niveau concept, au niveau élite. Je ne me cours pas jusqu'à présent. C'est bien Ah ça. bah non, 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 pas du tout, non. Tu vois, donc comparé au Maroc ou à l'Algérie, ça n'a rien à voir parce qu'ils ont une élite très très puissante. Quand je dis, les gens se rendent pas très compte et pensent que je dénigre quand je dis ça, mais par exemple, faut savoir que les Libanais sont très très puissants dans la banque. Tout ce qui est grande holding, tout ce qui est en Afrique, le business, ils sont très 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 forts dans tout ce qui est business, par exemple en Côte d'Ivoire. C'est des gens, la diaspora est très très influente. Par exemple, une des filles à Trump est mariée avec un Libanais aussi, Mhm. tu vois. Ouais, ils font du D'ailleurs, boulot aussi. ça a bien fait chier, je fais une petite interlude, ça avait fait bien chier le clan Jared Kushner. Et moi, je voyais sur des médias israéliens que les mecs en parlaient. Ils disaient, attends, il a une autre fille. Parce qu'il y avait eu, Trump avait fait un truc, et je voyais que dans les médias israéliens, il disait, Trump a fait ça parce que sa fille est mariée avec un Libanais, alors c'est pour ça que. Oh, moi, j'avais trouvé ça hallucinant, tu vois. J'avais Mhm. trouvé, je sais pas si tu es au courant de ce dossier. Oui, oui, non, mais après, si tu veux, voilà. De toute façon, Trump, tout le monde en a après lui. Il l'attendait pour tout et n'importe quoi, si tu veux. Et cette Mmh, histoire de, ouais, ouais, cette histoire de mariage, ça a mmh. créé quand même une espèce de rivalité interne. Voilà. En gros, les mecs sont influents, quoi. Ah Si on bah, veut, oui, c'est très oui, bah, influent. les Libanais, ils font pas de bruit, si tu veux, mais ils font beaucoup de business. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est pas très connu. Les gens savent pas. Les gens, souvent, se disent libanais ou tunisien ou c'est pareil. Non, non, non. C'est pas tout à fait pareil. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir T'as que planté le déjà, décor. voilà. Donc, par solidarité, quelque part, ils sont toujours impliqués dans des guerres qu'ils n'ont pas faites. Le problème du Liban, il est là. Voilà. On a planté le décor. Là, si on revient un petit peu à aujourd'hui, parce que tous les jours, les jours sont tous les jours sont différents, mais incroyables, quoi.
Hier, les Français ne voulaient pas suivre Trump dans le détroit d'Ormuz, et aujourd'hui, suite au bombardement des raffineries par l'Iran, les Français veulent y aller là, tout d'un coup. Les Français, les Et puis Anglais. demain, ça sera peut-être encore autre chose. Attention, oublie pas, dis pas les Français. Si je peux me permettre de corriger, c'est Macron. En fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pardon. Macron, j'ai fait une vidéo dessus. Je dis bon, bah, il y va ou il y va pas à Hormuz parce qu'on sait pas. Le 15, il voulait pas y aller. Le 17, enfin le 15, il voulait y aller. Le 17, il voulait plus y aller. Et là maintenant, il veut y aller. Demain, ça sera quoi en fait? Bah, rappelle-toi du Coco, hein. La veille, Ah il oui, disait, bien venez, évidemment. on va au théâtre, et le lendemain, on est en guerre. C'est Donc, ça. C'est exactement ça. donc là, le problème, c'est que Trump est en train de demander des troupes au sol. Ouais, mais il Et vient on- de dire aujourd'hui qu'il voulait plus les envoyer. Ouais. Là, il a dit tout à l'heure, j'ai vu sur les médias arabes, ça n'a pas été diffusé ici. Parce que ici, si tu veux, on aime bien entretenir, si tu veux, l'anti-Trump. Mais sur les médias arabes, là, tu vois, je l'ai diffusé tout à l'heure sur ma page YouTube où je fais que des revues d'actualité, que des mises à jour, si tu veux, des points de situation sur ce qui se passe dans le Proche-Orient. Eh bien, il a dit que j'enverrai pas de troupes au sol. Donc, donc, il a tué le problème dans l'œuf, voilà. ouais. On verra demain, tu me diras. Qu'est-ce que tu Et penses du nouveau nom du porte-avions, la France Libre? Ah, si tu me poses la question, c'est que tu as dû voir une de mes vidéos. Oui. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça quand même assez particulier qu'on donne un nom France Libre. J'ai même pris ça pour une grosse provocation. France Libre à un porte-avions, alors que la France elle-même est sous domination d'un pouvoir supranational qui lui dicte même jusqu'à présent, enfin bientôt, je pense, la couleur du papier toilette qu'il faut mettre dans les toilettes publiques, quoi, tu vois. Donc non, mais c'est exactement ça. Non, mais on est incapable de s'opposer à un accord tel que le Mercosur pour protéger notre agriculture, c'est-à-dire les gens qui nous font bouffer. Et l'autre, il fait le fiflo en expliquant que j'hésiterai pas déjà d'une part à appuyer sur le bouton nucléaire si les intérêts de la nation, les intérêts supérieurs de la nation sont menacés. Et là, il nous pond un porte-avions qui va voir le jour en 2035, qui va nous coûter une blinde, alors que, enfin, je veux dire, les porte-avions d'ici là, on sait même pas s'ils seront encore d'une grande utilité, puisque la guerre est en train de changer de nature. Ils sont plutôt vulnérables qu'autre chose, des porte-avions aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire un porte-avions, il a besoin de je sais pas combien, mais c'est ça. Mais il a besoin de je sais pas combien de navires pour le protéger, de systèmes, etc. Bref. Et qu'on l'appelle France Libre. J'ai pris ça pour une provocation. Le mec qui a défoncé la souveraineté française, il donne le nom de France Libre à un porte-avions. J'ai pris ça pour une énorme provocation, moi. ils voulaient l'appeler Jeanne au secours au début, mais ils ont changé. Ouais, ou Simone Veil, ou je sais pas qui, ou peut-être Mendes France, tu vois. Ou peut-être Quel bel homme, en hommage à Jack. Peut-être. Ouais. Haussmann. Ou Badinter, tiens, Robert Badinter, fallait l'appeler Bébert. En tout cas, moi, je voulais savoir, j'ai regardé un petit peu tes interviews, et pour toi, en gros, Israël et les USA, ils vont couler face à l'Iran. Non, non. En gros, l'Iran est en train de les traîner dans un bourbier. En fait, si tu veux, non mais si tu veux, dans ce conflit, moi, ma lecture de ce conflit, et encore une fois, moi je m'appuie sur des analystes, mais pas les analystes de BFM TV, si tu veux. Moi, je m'appuie sur des analystes des pays arabes. Pourquoi les pays arabes? Pour une raison qui est simple, c'est qu'ils sont dans le conflit, mais de leur naissance jusqu'à leur mort. Donc, ils savent très bien, si tu veux, ils vivent la situation sur place, ils ont les sensibilités sur place, ils ont l'antériorité, l'histoire, etc., chevillés au corps. Donc, je m'appuie sur ces gens-là. Aujourd'hui, en fait, t'as deux stratégies qui s'affrontent. Si j'ai 2 minutes, je vais essayer d'expliquer ça le plus rapidement possible. Vas-y, je t'en prie. Deux stratégies qui s'affrontent. T'as Israël d'un côté, sans parler des États-Unis pour l'instant, on sait très bien qu'Israël est appuyé par les États-Unis, et sur les États-Unis, de toute façon, il pourrait rien faire, il serait pas engagé dans ce truc-là. Quoique avec Netanyahou, il est capable de tout. Donc Israël appuyé par les États-Unis. Donc Israël aujourd'hui, elle peut pas mener une guerre longue. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà sa stratégie, c'est frapper fort, frapper rapidement, taper dans la profondeur les infrastructures. C'est les rois c'est les rois du ciel, c'est les rois du renseignement. Je veux dire, ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Encore il y a 2 jours avec Larry Jani, si tu veux, un des personnages les plus protégés. Non, attends, là il y a quelqu'un qui dit Charbel est pour Israël contre le Liban. Tu peux pas me dire ça à moi. Hein. Non, s'il te plaît, non, c'est que tu me connais pas et tu connais rien du tout, même si tu t'appelles Middle East. Là, on est en train de faire une analyse froide, en fait. On est en train de faire une analyse froide de la situation. Donc, en fait, si tu veux, voilà. Donc, ces gens-là maîtrisent le ciel.
En face, au niveau de la maîtrise du ciel, on n'y est pas puisque l'aviation iranienne, à cause des embargos, si tu veux, n'a pas pu se renouveler. On est encore sur du vieil appareillage. C'est pour ça qu'ils ont investi énormément dans le balistique. Et aujourd'hui, avec le balistique iranien, eux, ils ont une capacité, si tu veux, de frapper fort et frapper longtemps. La stratégie iranienne, elle, c'est la stratégie de la saturation, c'est-à-dire que étant donné qu'Israël, si tu veux, a un système de défense, alors tout le monde dit le dôme de fer, mais il n'y a pas que le dôme de fer. Le dôme de fer, c'est une composante de plusieurs couches, si tu veux, de défense anti-missiles, etc., anti-drone, anti-projectiles. Ouais. Voilà. Donc t'as le dôme de fer qui lui va arrêter du drone, du petit projectile entre guillemets. Ensuite, tu vas avoir la fronde de David qui va, elle, taper un peu plus dans le balistique. Ensuite, tu vas avoir les Arrows qui, eux, vont aller plus loin dans le balistique, tu vois, dans du gros balistique. Et t'as en complément les systèmes américains, donc Patriot, THAAD, etc. En fait, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que l'Iran, en face, eux, ils savent très bien que ils vont pas. Leur objectif, c'est pas de détruire Israël, de rayer Israël de la carte, toutes les conneries qu'on entend, les conneries marketing. Eux, ce qu'ils veulent, c'est provoquer de la saturation pour justement que des missiles passent et épuiser, si tu veux, les défenses israéliennes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Iraniens, quand ils envoient une salve de drone, par exemple, un drone iranien, c'est à peu près 40 à 50 000 boules, tu vois, en dollars ou en euros, comme tu veux. Tu prends un drone iranien, pour pouvoir l'arrêter, il faut envoyer des intercepteurs. Donc quand c'est du drone, ça va à peu près. Les intercepteurs sont entre 50 et 100 000 balles. Mais quand tu commences à taper dans du missile balistique, les intercepteurs, des fois, il faut en envoyer 1, 2, voire même 3. Et là, on plonge à plus d'1 million, 2 millions de dollars. Ouais, donc là, c'est pas le même prix, c'est pas le même budget. Et derrière chaque drone, chaque intercepteur qui part, il y a une usine qui tourne derrière. Et faut pas oublier aussi la profondeur stratégique, c'est-à-dire que l'Iran, c'est un pays qui est très vaste, avec plus de 90 millions d'habitants. Israël, c'est petit, c'est très concentré. Et 3 fois la France. Donc tout ce qui est usine, tout ce qui est fabrication, si tu veux, stockage, etc., c'est sur un petit territoire. Donc c'est pour ça que si tu veux, ça peut pas durer longtemps cette affaire, parce qu'au bout d'un moment, ils vont être obligés de faire des choix de protection, tu vois. Mais tu penses pas que c'est un piège justement de Netanyahou pour dire on n'a pas les moyens de se protéger pour justement encourager les Américains à envoyer des troupes au sol? Oui, mais tu peux pas, pour envoyer des troupes au sol, attends, il y a deux problématiques. La première problématique, déjà, elle est politique. Trump, il peut pas se permettre ça. La deuxième problématique, c'est que il te faut une coalition. Là, c'est pas l'Irak, c'est l'Iran. L'Iran, ça fait des décennies qu'il se prépare à ça. Oui. La troisième problématique, c'est le système militaire iranien. Le système militaire iranien, aujourd'hui, il est fait pour fonctionner en totale autonomie. Aujourd'hui, tu as une trentaine on va dire, de régions en Iran, et chaque région a son autonomie militaire. C'est-à-dire que si la tête, elle est coupée, ils peuvent tous fonctionner. S'il y a, je sais pas combien de régions d'état-major, si tu veux, qui sont éclatées, les autres, ils peuvent continuer de fonctionner en totale autonomie. Donc, il y a ça. Ensuite, il n'y a pas que ça. T'as créé ta coalition. T'es confronté au problème de terrain, au problème d'un terrain d'un pays qui est vaste, au problème de l'indépendance, si tu veux, des états-majors militaires. Et ensuite, tu vas être confronté également au problème de stockage, je dirais, de ta coalition. C'est-à-dire qu'il faut que t'en envoies des milliers et des milliers d'hommes. Mais ils vont bien être obligés d'être stationnés quelque part avant de se déployer en Iran. Mais dès qu'ils vont être stationnés... Ouais, mais rien sur le littoral. C'est le littoral. Non, mais attends, mais avant de parler de ça, puisqu'on parle, si tu veux, d'envoyer des troupes, avant de les stationner, dès qu'ils vont être stationnés, ils vont devenir des cibles des missiles iraniens. Et cette histoire de littoral, mais c'est de la flûte, ça. Mais comment tu vas envoyer des troupes? Mais dès qu'ils vont arriver sur le littoral, ils vont se faire dézinguer, les mecs. Le détroit d'Ormuz, c'est 33 kilomètres. Les îles, il y a une dizaine d'îles, il y a une dizaine de petites îles, si tu veux, dans le détroit d'Ormuz, mais ils vont se faire éclater, mais aussi vite que possible. Ouais, mais leur plan, c'est de prendre les 3 îles, justement. Mais s'ils les prennent, oui, mais t'es toujours à portée de tir des missiles. Tu peux les prendre, tu vas te faire frapper. Oui, c'est pour ça qu'ils veulent que ce soit Macron et les Anglais qui tiennent le détroit d'Ormuz et que les Américains, ils envoient les B2 sur le littoral. Il est là, le plan. Ils vont mais je suis d'accord avec toi. Ils vont striker les mecs avec des munitions à les missiles iraniens ne sont pas tirés du littoral. Tu as aujourd'hui du Khorramshahr, du Khaybar, tu vois, c'est pas du drone Shahed, ça peut être tiré à des centaines et des centaines de kilomètres.
Et je te dis, ça fait des années qu'ils se préparent, des décennies même qu'ils se préparent, et tout est enfoui. Les mecs, les lanceurs, ils sortent, ils tirent et ils rentrent, tu vois. Donc c'est enfoui aujourd'hui. C'est une grosse équation pour Trump et pour Netanyahou. C'est pour ça qu'ils font autant d'intox, qu'ils font autant de déclarations contradictoires, parce que c'est pour essayer de noyer le poisson. Pendant ce temps-là, ils en profitent et les Israéliens, ils tapent jour et nuit là-bas. Mais du Ils coup, tapent jour et nuit. ils ne font pas un plan à la Saddam, l'ambiance, Impossible. les Impossible. grottes modernes et tout. Ah mais non, mais en Iran, mais bien évidemment. Mais les Américains aujourd'hui, ils s'engageront pas dans un plan à la Saddam. Ils peuvent pas. L'Irak, c'est pas l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui fabrique des tronches. Hein. Il fabrique des ingénieurs, ce pays. Il fabrique des QI, mais extrêmement élevés. Ouais, il est dans le On top est 3 sans mondial. vouloir manquer de respect aux Irakiens, si tu veux. C'est pas la question. Aujourd'hui, il faut regarder les classements mondiaux, tu vois. Donc aujourd'hui, les Israéliens et les Américains le savent tout ça. Et c'est pour ça qu'ils y vont, si tu veux, ils marchent sur des œufs. Et puis les Européens, politiquement, s'ils rentrent là-dedans, mais c'est un suicide politique pour chacun d'entre eux. Bah justement, c'est si Trump voit qu'il est dans un guêpier, il va appeler ses caniches pour qu'ils tombent dans le guêpier. Mais il avec les a déjà appelés. Il les a déjà appelés. Il les Moi, a déjà appelés. Il leur a mis la pression avec l'OTAN. Il leur a mis la pression avec ouais. l'OTAN. Mais n'oublie pas un truc, et ça c'est toi qui le dis souvent, eux ils veulent pas gagner les guerres, ils veulent mettre des zones grises, le bordel, le chaos, Oui, c'est ça. tu vois. Mais bien évidemment. Et Mais ça, ce qui je les suis d'accord intéresse, avec toi au niveau de l'analyse. C'est un bourbier, mais tu oublies le paramètre Netanyahou qui est derrière pour faire des coups de crasse, et on suspecte le compromat d'Epstein parce qu'il est dans la cohérence totale, là, Trump. Donc on n'est plus dans le cohérent, là. Là, le mec, il a sacrifié sa base MAGA, Trump. Donc, on n'est plus dans la cohérence. C'est un bourbier, tu il ne devrait sais, pas y aller. Mais je vais te dire Ouais. une chose. Moi, je me méfie de Trump. Tu sais pourquoi je me méfie de Trump? C'est le roi du bluff. On sait même pas si si sa base MAGA est réellement lâchée ou pas. On sait jamais ce qui se passe là-bas. Tu sais, c'est comme les gens qui viennent nous expliquer Netanyahou est mort. Je dis mais les gars, celui qui est capable de savoir ce qui se passe en Israël, mais il est très fort. Qui te dit aujourd'hui que le Mossad, enfin, tu sais même pas ces gens-là de quoi ils sont capables. Si tu veux, ils peuvent t'emmener sur une piste, mais regarde ce qu'ils ont fait au Hezbollah. Quand tu Ah analyses ouais. ce qu'ils ont fait au Hezbollah, les gens ils croient au Hezbollah, l'affaire elle a commencé avec l'histoire des beepers là, tu sais les pagers. Mais ça Ouais, a dû. ouais, Mais ouais. pas du tout, mais C'est avant. absolument pas. Les C'est beepers avant. c'était en 2024. Mais l'affaire elle a commencé en 2011 quand le Hezbollah a décidé d'aller soutenir le régime de Bachar. Le problème, c'est qu'il est arrivé en Syrie et une bonne partie des services de renseignement syriens étaient infiltrés par le Mossad. En plus, ouais. Ben oui. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des enquêtes, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est documenté, ça a été révélé par les médias arabes, qui ont repris ça des Israéliens eux-mêmes, puisque les Israéliens, quand tu fais une opération, quelques temps après, ils dévoilent ce qui s'est passé. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que les membres du Hezbollah étaient traqués, tu sais, les chefs du Hezbollah, les cadres, étaient traqués par le Mossad pendant des années. Ah, le coup des téléphones piégés, donc il fallait changer Et les beepers. Ouais. alors, les beepers, en fait, si tu veux, moi, je me souviens d'une intervention de l'ancien chef du Hezbollah, Nasrallah, qui expliquait, parce qu'il intervenait souvent les vendredis, nous, on le regarde ici, on le regardait ici, si tu veux. Et il expliquait qu'il avait demandé à ces gars de cesser d'utiliser les téléphones portables et que maintenant ça allait fonctionner par beeper. Mais quand tu regardes les beepers à qui ils ont été achetés, Bah, donc c'est déjà ça, c'est le une truc. marque, mais regarde jusqu'où ça va. Bah oui, Juste- c'est eux qui l'avaient, ce truc-là, c'était un Écoute jusqu'où je vais t'amener. C'est-à-dire ils ont commandé des beepers à une marque taïwanaise. Déjà, moi, j'ai pas compris comment tu peux commander des beepers à une marque qui appartient, en fait, si tu veux, à un allié de ton pire ennemi, les États-Unis, allié de Taïwan, bref. Donc, mais c'est pas la marque elle-même qui leur a Non, vendu les beepers. c'est Ils ont acheté ça à une société hongroise, Ouais. et qui s'avérait être une société écran israélienne. Oui, mais Donc, c'est là où on se pose la question. Mais C'est pas de c'est là qu'ils- l'amateurisme. Mais c'est là que les Israéliens ont quand même réussi à faire très fort. Parce que quand même, Hassan Nasrallah, pendant 34 ans, ils ont jamais réussi à l'approcher. Il était très très fort. Le Hezbollah a un réseau tentaculaire et ils sont très très compétents. Faut pas se raconter d'histoire. Ce mec-là a été trahi de l'intérieur. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Et donc,
si tu veux, ils ont fait en sorte que les services du Hezbollah achètent les beepers à cette société israélienne. Donc imagine-toi le degré d'exactitude et de finesse dans le montage de l'opération pour arriver à convaincre un mouvement comme le Hezbollah de leur acheter les beepers à eux. Et une fois que une fois que les beepers ont été achetés, bah, ils ont eu le temps, si tu veux, de faire ce qu'il fallait dedans, et puis un message, regarde ce qu'ils ont fait. Mais surtout pour préparer cette opération, les beepers et tout, fallait des mois, même peut-être une année même. Ah, mais Les bien spécialistes sûr. l'ont dit. Donc les mecs, Bien sûr. en amont, ils avaient préparé ça. Et à ce qui paraît, ils voulaient pas les enclencher tous d'un coup comme ça. C'est rien qu'il y a eu une grillade. Ils ont grillé le coup des beepers. C'est pour ça qu'ils ont fait tout sauter. Mais à la base, c'était pour faire des coups d'éclat à droite à gauche. Tu vois. D'ailleurs, le président iranien, Celui qui est mal, le ouais, coup bien sûr. d'hélico là. D'ailleurs, t'as vu La l'état de météo, non, mais, l'hélicoptère. faut arrêter de raconter Est-ce que des t'as vu conneries. l'état de l'hélico du mec? Non, Quoi. mais il y a que les Bennett ici là qui regardent BFM TV qu'on cru aux conneries de l'hélico. Nous, quand le mec il est mort, tout de suite on a vu l'état de l'hélico, on a dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça c'est une connerie du Mossad. Nous les Libanais, enfin, on sait très bien, on les connaît, on sait comment ils sont. C'était obligé. C'était un coup, si tu veux, qui était préparé. Le mec il a été assassiné. Et donc le Voilà. problème, c'est que là, le Liban s'est collé à tous ces pays. Et vu qu'il y a le Hezbollah, il y a la solidarité et tout, vous êtes dans la ligne de mire. Déjà, On est le truc toujours, au on a niveau toujours été dans la ligne de mire. on sait que le Liban, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, ils sont très forts dans tout ce qui est banque et tout. Mais t'as vu dans quelle catastrophe économique se trouve le Liban actuellement? Ah, mais je sais C'est un bien, truc de ouf. mais je sais bien. Et ça a commencé, si tu veux, ça a commencé exactement en 2019. Et ensuite, à partir de 2020, ça a été la débâcle complète. Mais tu remarques pas qu'à chaque fois qu'il y a... Moi, je pense que vous êtes victime d'une guerre économique déjà. Ça, c'est clair et net. Et beaucoup de corruption. Après, il y a un système politique assez particulier au Liban. Le président doit être de telle confession, le premier ministre de telle confession. C'est assez compliqué quand même quand tu vois bien. Bah, Mais au ça Liban, si tient. tu veux, il y a rien de compliqué. Au Liban, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, il y a deux choses. En 1943, il y a eu l'indépendance. Et le pays, si tu veux, a été monté sur ce qu'on appelle le pacte national. Le pacte national, c'est quoi? C'est un consensus. C'est-à-dire qu'il y a une répartition, si tu veux, des pouvoirs en fonction des communautés religieuses. Alors à l'époque, les chrétiens étaient plus nombreux au Liban, donc le chrétien maronite, c'était le président de la République. Ensuite, le président de la Chambre, c'était un chiite, et le président du Conseil, donc le premier ministre, si tu veux, c'est un musulman sunnite. Et ensuite, les Druzes, si tu veux, la communauté druze a des postes aussi importants. Et donc, si tu veux, le pays a toujours fonctionné comme ça. Chez nous, ça fonctionne pas comme droite, gauche, en haut, en bas, je sais pas quoi, comme ici, tu vois. Non, chez nous, tu montes pas un gouvernement s'il n'y a pas un consensus national. Après, bien évidemment, t'as une opposition, mais tout est fait sur un consensus. C'est pour ça que quand il y a un président de la République qui termine son mandat, il nous faut des fois 2 ans pour en élire un, tu vois. Donc il y Donc avait voilà. un certain équilibre qui tenait jusqu'à ce qu'il y ait les Palestiniens qui viennent. Alors justement, Et ça a déséquilibré le truc en fait, c'est ça. Alors justement, je vais continuer, je vais t'expliquer, je vais continuer parce que c'est hyper important. Donc il y a eu 1943, donc il y a eu le pacte national, et ils ont décidé aussi de ne pas avoir une armée libanaise forte. Pourquoi? Puisqu'à l'époque, si tu veux, au Proche-Orient, il y avait une espèce de mode à la con, c'est que l'armée forte fait toujours un coup d'État. Donc, il y a eu l'Irak, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Égypte, etc., etc. Donc, à chaque fois que tu as une armée forte dans un pays arabe, dès qu'il y a un boss de l'armée, si tu veux, qui se sentait, qui pouvait prendre le pouvoir, boum, il faisait un coup d'État. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu alors, il n'y a pas que pour ça, c'est pas que pour ça. Il y a eu l'armée libanaise et tu as une armée libanaise, donc multiconfessionnelle. Et il y a aussi un autre truc, c'est que jamais de la vie, les États-Unis et Israël auraient accepté une armée libanaise forte à la frontière nord d'Israël, une armée multiconfessionnelle, puisque ça aurait été la seule armée multiconfessionnelle, si tu veux, aux frontières d'Israël, forte aux frontières d'Israël. Donc il y a une volonté, si tu veux,
et de la part du politique libanais et de la part de la communauté internationale de maintenir une armée libanaise, si tu veux, assez faible, qui aura un rôle maximum de gendarme plus, si tu veux. D'accord? Donc voilà. Donc ensuite, si tu veux, on est arrivé en 69, il y a eu les accords du Caire. Donc j'essaie de passer quand même relativement vite. Ouais, ouais. 69, les accords du Caire. Donc on a un général libanais qui va signer les accords au Caire avec Yasser Arafat, sous l'égide, si tu veux, du président égyptien, qui autorise les Palestiniens à mener la lutte contre Israël depuis le territoire libanais. Ça a été la plus grosse connerie qui a foutu le Liban dans la merde. Là, il y a eu les camps palestiniens qui ont commencé à s'armer. Donc les camps palestiniens, pourquoi je dis des camps? Puisque, en fait, si tu veux, après 48, il y a eu la Nakba. Donc, et il y a eu les 700 à 750 000 Palestiniens qui ont été cherchés de chez eux. Et nous, on en a accueilli quand même beaucoup. Et donc, si tu veux, dans les camps, ils ont commencé à s'armer. Il y a eu les Fedaïn de Yasser Arafat, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Donc tout ce petit monde-là, il a commencé à s'armer. Ils ont commencé à bombarder Israël depuis le Liban. 78, on se mange la première invasion israélienne. 82, la deuxième. Et donc en 82, il y a eu la naissance, si tu veux, de la résistance à l'occupant Israël dans le sud du Liban. Donc ça avait commencé avec le djihad islamique. Et ensuite en 85, donc il y a eu le Hezbollah qui est vraiment monté en puissance. Et donc du coup, donc avec l'appui de l'Iran, et l'Iran a joué un double jeu, si tu veux, puisque en fait, faisant croire que c'est une résistance à l'occupant, ce qui était vrai pendant un moment, l'Iran profitait de la situation pour approfondir, si tu veux, sa stratégie qui est de profondeur stratégique. La profondeur stratégique, c'est quoi? C'est mener la lutte contre Israël à partir de proxy, c'est-à-dire la milice, le Hezbollah au Liban, maintenant t'as les Houthis, t'as eu la milice irakienne, etc. Zone tampon pour se protéger, quoi. C'est ça, pour se protéger et jamais rentrer en confrontation directe avec Israël, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran, avant l'arrivée, si tu veux, de l'ayatollah Khomeini, en 79, il y avait donc le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran entretenait des relations avec Israël. Bien sûr, des relations, si tu veux, de la coopération en sous-marin, pas trop affichée, mais ça vendait du pétrole, ça achetait du pétrole, enfin bref. Il y avait, si tu veux, des relations. Et quand il y a eu l'avènement, c'est documenté, bien évidemment, j'invente rien. Quand il y a eu l'avènement, si tu veux, de la révolution islamique, il y a eu un référendum qui a été fait après l'arrivée de Khomeini en Iran. Et donc, la République islamique a été instaurée. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, la politique et le dogme vis-à-vis de l'État d'Israël et des États-Unis d'Amérique a radicalement changé. Les États-Unis sont devenus le grand Satan et l'État d'Israël le petit Satan. Donc là, à partir de là, si tu veux, tout a complètement changé. Et Saddam Hussein, à l'époque, profitant du chaos un petit peu, si tu veux, de la recomposition en Iran en 1980, il envahit l'Iran. Mais t'oublies de dire que c'est la France qui l'a ramené. Alors, bien sûr que j'oublie pas, mais ça tout le monde le sait. À Neuf-le-Château, je sais pas où là, il était logé là. La France l'aidait à envoyer des messages à Téhéran, à la résistance. Et il est arrivé en Iran avec Air France première classe. Exactement. Donc voilà, on n'est pas. Je dis ça pour après le coup dur qu'on a eu rue de Rennes. Ouais, bien sûr. L'affaire Eurodif, et au final, on a eu des dizaines de Français victimes de cette connerie-là. Tu vois, sans parler de action directe quand ils ont manipulé les mecs. Et tout, tu vois, donc, pardon, je t'ai coupé. Hein, Non, donc non. Ce que je voulais dire, c'est que tout ça, ça a changé à ce moment-là, si tu veux, et il y a eu une émergence, si tu veux, l'Iran a commencé à s'armer et à mettre des stratégies en place, notamment le surarmement, le réarmement, si tu veux, du pays, et mise en place du balistique en fait. Et eux aujourd'hui, ils sont très forts en balistique. Et c'est pour ça que ça cause beaucoup de problèmes à Israël. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que dans la durée, le temps, si tu veux, c'est l'allié premier de l'Iran. Donc, c'est clair, mais je voulais savoir d'un point de vue libanais, parce que là, c'est intéressant. En gros, les Libanais, ils avaient créé un truc assez complexe, mais qui tenait, vu que c'est plusieurs communautés, les maronites, les musulmans, tu vois, ils ont créé un truc à eux, un gouvernement avec toutes les communautés. Et quand il y a eu 69, l'histoire des Palestiniens, ça a déstabilisé le truc. Mais le fait que les Palestiniens bombardent Israël du Liban, ça a de fait mis les Libanais dans l'histoire avec Israël, et ça a créé un clivage, parce qu'ils devaient être furax, les Libanais.
Je veux bien croire qu'il y ait Bah, des en Libanais qui étaient avec les fait, Palestiniens, mais quand ils ont commencé à se manger les pruneaux, à mon avis, c'est ils pire ont. que ça. C'est quand on a commencé à se faire arrêter à des barrages palestiniens chez nous. Oui, oui, bien sûr. Non mais Oui. imagine-toi, t'accueilles quelqu'un chez toi. Ah oui, oui. Tu l'aides à lutter contre celui qui lui a piqué sa terre. Et en plus, ce quelqu'un commence à t'arrêter et commence à te malmener chez toi. Mais tu fais quoi? Ah oui, ça a foutu la merde. Donc Mais non, ça a mais au créé. départ, il n'y avait pas eu de merde. Mais si tu veux, en fait, si tu veux, c'était une cocotte minute qui était en train de monter en pression. C'est Et fou au parce que bout on en. d'un certain temps, il y a eu l'étincelle, comme à chaque fois. Alors, il y en a qui vont te dire que c'est les chrétiens qui ont commencé, d'autres qui vont te dire que c'est les Palestiniens. Bref, il y a eu une étincelle. Et je te tape, tu me tapes, je te réponds, tu me réponds. Et au bout d'un moment, c'est l'explosion généralisée. Et C'est-à-dire que c'est... il y en a même, excuse-moi de te couper, il y en a même qui disent que c'est Israël qui a monté les tensions entre les communautés pour faire sauter le truc de l'intérieur, avec l'histoire des Alors après, si phalangistes et tout. tu... Et Enfin, les après, ouais, phalangistes... Attends. Les phalangistes, moi, je les connais bien. C'est pas Israël qui a monté les phalangistes, hein. Pierre Gemayel, qui est le papa des phalangistes, il n'avait rien à voir avec Israël. Après, on est venu nous reprocher aux chrétiens du Liban, puisque moi, mes parents étaient dans la résistance chrétienne, on est venu nous reprocher que, oui, on a collaboré avec Israël. Mais quand t'es menacé, quand t'as une menace existentielle, quand Yasser Arafat t'expliquait qu'il allait te chasser de ta terre en t'apprenant à nager par le port de Jounier, mais tu fais quoi? Quand tu es tout seul, tu deviens une minorité et que tu es encerclé par tout le monde et qu'on t'égorge parce que sur la pièce d'identité libanaise, il y a écrit chrétien ou musulman par rapport à la pièce d'identité, mais tu fais quoi? Mais même si Satan, personne vient pour te proposer de l'aide, t'y vas, mon pote. Mais mais, ça s'appelle l'instinct de survie, hein. mais ça, c'est parti en couille alors en fait. Non, Au mais mot. c'est pas. Ouais, mais c'est logique après ce que tu dis, bien sûr. Tu Mais sais, normalement, moi je me ouais. souviens que ma mère elle me raconte. Elle me dit, j'avais 14 ans, j'étais à l'école de la Sainte Famille. Il y a un camion de l'armée qui s'arrête, il descend, il rentre dans l'école. Il rentre dans la salle de classe, il dit, vous avez deux choix. Soit vous vous levez maintenant et vous venez vous entraîner pour sauver votre pays, soit alors vous allez finir égorgé. Toute la classe s'est levée, s'est barrée. Et ils sont partis dans les camps, commencer à s'entraîner dans les camps de l'armée. Parce qu'à l'époque, l'armée a été, quand la guerre elle a commencé, elle a été complètement divisée, elle était éclatée en mille morceaux. Tu vois, donc on en était là. Moi, mon père, il a commencé à se battre au fusil de chasse, tu vois, la canardière à un coup, hein. On n'avait rien. Ah ouais, c'est tendu. Mais bien sûr que c'est tendu. C'est pour ça que quand j'écoute ici là les types là qui se proclament de je sais pas d'où et qui sont nés sous l'égide de la sécurité sociale, si tu veux, et du RSA et des aides et compagnie, ils viennent nous expliquer parce qu'on tient un discours qui est moi tout mon discours, si tu veux, j'essaie. En plus, j'ai mille et une raisons d'être partisan, moi, hein. J'ai mille et une raisons, je te jure, parce que je veux dire, enfin, c'est mon peuple qui est en train de se faire éclater là, hein. Et puis je peux te promettre que quand le missile il tombe, il choisit pas si t'es chrétien ou musulman, hein. Ouais, il choisit pas la race. Non, il choisit rien du tout. Il choisit rien du tout. Donc moi, en fait, si tu veux, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, au Liban, il y a personne qui est stigmatisé. C'est pas comme ici. Tu sais pourquoi? Parce que chez nous, on a ni Zemmour ni Mélenchon. Ça, c'est Nous, on clair. est, on Ouais, est c'est vrai. libanais. Non, mais oui, mais on est libanais Ouais, ouais. avant tout. Donc on n'a pas de connard, pardonne-moi l'expression, parce que c'est exactement le terme approprié, qui vient utiliser les religions pour justement se faire entendre ou se faire, si tu veux, que ce soit par les gauchos ou par les droitards. On n'a pas de ça chez nous. Ah non, Nous, mais on est ça c'est libanais bien. avant tout. Mais J'ai vécu 2 ans à justement, Dubaï. Écoute, j'ai vécu 2 ans ouais. à Dubaï. Tu sais combien on était dans l'appartement? On était 5. On était 5. Il y avait moi, libanais, chrétien, maronite. Il y avait mon pote qui était libanais, chrétien, orthodoxe. Il y avait un autre pote qui était libanais, musulman, sunnite. Il y avait un autre pote qui était, je te jure, libanais, musulman, chiite. Et il y avait un druze. Ah oui, Mais c'était on, C'est mélange. magnifique, ça, c'est magnifique. mais on a vécu 2 ans comme ça. Ouais, c'est génial. Mais est-ce que tu crois franchement qu'un jour, on a commencé à se chamailler? Mais on se charriait sur nos religions, sur nos traditions, sur nos contraintes, mais dans la rigolade. Et mais on a pris des cuites ensemble, mais t'as même pas idée. Ouais, mais c'est ça qui est Ah mais bien, et la le mission mélange qu'on des avait trucs. chacun, c'est que parce que tu pouvais pas acheter facilement, je te parle de ça, c'était en 2016-2018, tu pouvais pas acheter facilement si tu veux de l'alcool dans Dubaï. Et la mission qu'on avait, c'est qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui quittait le pays, qui partait, que ce soit au Liban, que ce soit en France, quand il rentrait, il s'arrêtait au duty free, il faisait le plein d'alcool. Tu m'étonnes. Non mais c'était ça, mais c'était ça, mais ça c'est l'esprit libanais en fait. Mais Que les gens justement, comprennent Charbel, pas. là-dessus, parce qu'en fait, c'est
politiquement parlant en France, quel parti tu as entendu qui soutenait les Libanais justement Aucun. dans... Même Asselineau, t'as entendu Asselineau, Philippot, tout ça, rien? J'ai pas entendu Asselineau, mais moi je te parle des partis représentés à l'Assemblée là. Ah mais Asselineau, Ouais. il en a parlé. Hein. Asselineau, il en a parlé, mais vu que personne ne le calcule, c'est ça le grand problème. Mais je t'invite à regarder un petit peu ce qu'a dit Asselineau sur les chrétiens Moi d'Orient. j'ai voté Et 3 parce fois que... pour lui Asselineau. Hein. Ah bah, magnifique. Franchement, ça fait J'ai plaisir. voté 3 fois pour Monsieur Asselineau. Ah bah, bravo. Je te jure, je te raconte pas de conneries. Hein. Par rapport au J'ai Frexit. ah bah moi je suis à fond Frexit. Pour moi l'Europe faut la piétiner. Hein. Mais c'est clair. Mais comment Faut se qu'elle fait-il dégage. que... Mais comment se fait-il que personne n'en parle? Même chez Borowski, les mecs, ils parlent pas du Frexit. J'ai vu, t'es le plus hardcore au niveau du Frexit quand tu parles avec eux. Moi, quand je parle, que ce soit sur, écoute, moi, j'ai pas besoin d'aller sur les plateaux, je m'en fous des plateaux, en fait. Moi, si tu veux, moi, si j'y vais, c'est pour que je puisse dire ce que j'ai à dire. Moi, j'adore Mike, j'adore Eric Morillo, et eux, ils m'invitent, si tu veux, parce qu'ils savent très bien, et je les remercie, même ici, s'ils m'écoutent, parce qu'ils me laissent liberté de parole. Si tu veux, on m'a déjà contacté pour d'autres, dont je tairai le nom ici, mais il fallait, si tu veux, suivre des choses et d'autres. Je dis, les gars, non, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, je suis agent immobilier, hein. Je suis pas chroniqueur ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre de chroniqueur en fait. Tu vois. Donc moi, je vends des baraques depuis 23 ans et ça se passe bien. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, si tu veux, si tu peux pas, le problème des médias d'aujourd'hui, c'est que tu peux pas être toi-même. T'es obligé de suivre des narratifs et ça, moi, j'en veux pas. Ouais, mais comment t'arrives à Malheureusement, caser l'affaire du Frexit? C'est compliqué. Comment j'arrive à quoi? Comment t'arrives à caser L'affaire sur du Frexit? l'information? Ouais. Bah, en fait, si tu veux, l'affaire du Frexit, elle n'est pas compliquée. Hein. Tu vois, je vais dire un truc tout bête. J'ai lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. La pétition, j'en ai même fait encore une vidéo aujourd'hui parce que j'ai pété un câble. Il y a plein de gens qui se disent oui, démocrate, je sais pas quoi, machin, la démocratie, mais ils sont incapables d'aller signer une pauvre pétition miteuse sur le site de l'Assemblée nationale qui prend 2 minutes. Et la pétition sur le site de l'Assemblée nationale, elle réclame tout simplement la tenue de référendum pour poser des questions existentielles aux Français qui concernent leur avenir, notamment leur appartenance à l'Union européenne. Eh ben, tu sais quoi? On est au moment où je te parle. Attends, je vais regarder mon PC, ça va peut-être évoluer parce que j'ai foutu un coup de gueule tout à l'heure. Ah oui, tiens, on est à 24 065 signataires. Ah, joli. Cool. La pétition s'intitule comme ça, si tu me laisses 30 secondes, je vais te la lire. Ouais, Demande d'examen d'un référendum consultatif sur la relation France-Union européenne. Déposé le 27 janvier 2026. Et pour qu'il la valide, je t'explique même pas le bordel que j'ai dû foutre. Hein. J'ai dû aller faire un live devant l'Assemblée nationale. Je foutais un bordel pas possible. Parce que pendant 15 jours, 3 semaines, si tu veux, ma pétition a été déposée et à l'Assemblée, personne n'a traité, quoi. Les citoyens sous-signés sollicitent l'Assemblée nationale afin qu'elle examine une proposition de loi visant à organiser un référendum consultatif sur la question suivante. Êtes-vous favorable à la tenue d'un référendum sur la sortie éventuelle de la France de l'Union européenne? Ça veut dire que je demande pas un référendum sur la sortie de l'Union européenne, je demande à ce qu'ils posent la question aux Français, est-ce que vous voulez être consultés sur cette histoire ou pas? mais Tu ça vois a ce que je veux déjà dire? été fait. Ça a déjà Non, été fait en clair. non, 2005. mais attends, mais laisse-moi finir, laisse-moi continuer, tu vas voir. J'ai pas fait ça comme un débile. J'ai fait ça assez minutieusement quand même. Cette requête entre dans le cadre des compétences du Parlement et s'appuie sur les fondements juridiques suivants. 1. Fondement constitutionnel. Article 11 de la Constitution prévoit la possibilité d'organiser un référendum portant sur des questions relatives à l'organisation des pouvoirs publics ou à l'approbation d'engagements internationaux. Il appartient au Parlement, par le biais d'une proposition de loi, de proposer la consultation des citoyens sur un sujet d'intérêt national. 2. Respect du champ de compétences de l'Assemblée. La présente pétition ne vise pas à imposer l'organisation directe d'un référendum, prérogative du président de la République, mais à solliciter l'inscription à l'ordre du jour d'un texte permettant un débat parlementaire préalable. Et cette démarche est conforme au règlement de l'Assemblée, aux pratiques de la commission des lois et à la séparation des pouvoirs. 3. Intérêt général, c'est hyper important. Hein. Accorde-moi juste une minute. Intérêt général de la démarche, les signataires motivent cette demande par des considérations d'intérêt général. Les évolutions constitutionnelles de l'Union européenne depuis le référendum de 2005 sont significatives et n'ont pas fait l'objet d'une consultation directe des citoyens depuis près de 20 ans. La question de la relation entre la France et l'Union européenne constitue un sujet récurrent dans le débat public, donc tout le monde en parle.
Un référendum consultatif permettrait d'évaluer de manière claire et transparente la volonté de la population française concernant ce sujet majeur. Et ensuite, j'enchaîne, si tu veux, avec les conformités et compagnie, etc., etc. Non, mais c'est clair. Oui, et Non, tu mais, demandais aussi le passage télévisé, pardon, j'ai pas compris. le passage à la télé aussi, Moi, l'obligation. non, mais d'accord, mais après, si tu veux, on peut demander tout ce qu'on veut, mais moi, si tu veux, pour demander quelque chose, il faut que j'ai de la crédibilité derrière. Pour avoir de Oui, la bien sûr, crédibilité, bien il me sûr. faut des millions de personnes. Et aujourd'hui, je m'étonne quand même dans ce pays quand je vois plus de 82% de la population française qui rejette ce pouvoir en place. Je ne sais combien de pourcents de personnes qui sont pas contents du matin au soir, des râleurs de première, et je me retrouve avec uniquement 24 065 personnes. Ben, tu me passeras le lien, je la Ouais, mettrai Il est sur sur la... mon profil, tu vas sur mon profil, tu vois, mais dans ma D'accord. bio et tu cliques dessus. tu connais Ok. pas des mecs de l'UPR? S'ils pourraient relayer ta pétition. Alors moi, si tu veux, moi je fais des vidéos du matin au soir, j'en parle tout le temps. Olive l'a relayé, il la relaye tout le temps. Non, Après, mais moi, ce qui me si choque, Asselineau pourrait relayer ton truc, faudrait en moi, parler, faudrait qu'on en alors moi, reparle j'ai si pas tu le veux, tu contact vois. avec Monsieur Asselineau, si tu veux. J'aurais bien aimé, et j'aimerais même l'avoir, comment dire, j'aimerais bien l'avoir, si tu veux, en interview, Monsieur Asselineau. Bah écoute, Bon, on va en parler à qui... ça se travaille ça, hein. Il y a peut-être moyen, On peut hein. remonter l'info, t'inquiète. Mais au niveau de la pétition, moi je dis, tu devrais te rapprocher de l'UPR, c'est un parti et c'est en adéquation avec ses idées. Donc, Mhm. vu que tu votes en plus pour Asselineau, tu as voté plusieurs fois et tout, on en reparlera si tu veux en privé. Désolé, Ouais, 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 y En a pas tout, de souci. Hein. en tout cas, excuse-moi de t'avoir coupé, mais donc là, si on revient un peu à nos moutons, Ouais, tu dis-moi. penses que... Parce que nous, on va avoir le pétrole, on va avoir l'essence à 3 euros, là, si ça continue, et en plus, ça sent le coup Rudren à plein nez, quoi, tu vois. Asselineau en a parlé d'ailleurs. Il a dit si l'autre, là, fort chaud, il remet ses lunettes et il fait le malin et tout comme il veut faire, parce que là, il veut aider au niveau du détroit d'Ormuz, tu vois. Donc nous, on risque de se retaper encore ça peut péter, quoi, tu vois. Alors, il y a pire que le détroit d'Ormuz. Bah oui, justement, c'est la question que j'allais te Tiens, tiens, poser. tiens, Ouais. attends. J'ai un fan qui est là. Alain Smet, tu racontes n'importe quoi, comme d'habitude, facho. Non, mais Je vais le oublie, hein. muter, Non, mais, Ouais, t'inquiète. non, ouais. non, mais lui, c'est une superstar. Lui, je crois qu'il est amoureux. Non, mais laisse Mm. tomber, fais pas attention parce que c'est pour te déstabiliser. Et justement, tu avais Mais posé ouais. une question, tu avais dit, ok, ça peut péter en France, mais si les Iraniens commencent à taper l'armée française, qu'est-ce qui se passe après? Et là, de toute façon, Écoute, après, ouais. Oui, mais on appartient à l'OTAN, donc... alors Qu'est-ce que attends. t'en penses? Moi, je vais te parler, je veux pas te parler de spéculation. Moi, je vais te parler de ce que pensent les soldats français. Et j'en connais plein, hein. Tu te doutes bien. Je connais même des gens qui ont évolué dans des services qui sont très, très importants. Et je discute avec ces gens. Les mecs, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est que Macron se casse parce qu'il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Là, il parle de sécuriser Hormuz. Mais comment tu veux sécuriser Hormuz quand tu n'as pas ou peu de munitions, quand tu as tout filé à Zelensky, quand tu as foutu ton armée à poil pour justement sauver Zelensky. Sauver Zelensky, enfin, c'est un euphémisme. Hein. Comment tu veux faire ça? C'est pas possible. Je préférais sauver Willy, mais bon. Ouais, bah moi aussi. Hein. Je préférais qu'on garde le Charles de Gaulle à quai, qu'on bouffe des pop-corn et qu'on regarde comment ça se passe, tu vois. Binous pop-corn et on attend voir ce qui se passe. Parce qu'on n'a Ouais. vraiment pas les moyens. Donc, comment tu veux aller te faire le kéké dans le détroit d'Ormuz alors que t'es même pas capable d'en venir à bout du narcotrafic chez toi? Première chose. Deuxième chose. On parle du détroit d'Ormuz. Mais Ormuz, il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième point. C'est un autre détroit. C'est le détroit de Bab el-Mandeb, qui est de l'autre côté. Mais là, il y a Ouais. les outils. Il y a les outils. Oui, mais justement, je te parlais tout à l'heure des services iraniens, tu vois, avec leur proxy.
L'Iran a menacé si jamais sur l'île de Karg là, l'île de Karg c'est 90% de l'exportation du pétrole iranien. Si on tapait le pétrole sur Karg, eh bien ils activeraient les outils, ils interdiraient l'accès au détroit de Bab el-Mandeb. Et là, qu'est-ce qui se passerait? Ça, c'est la mer Rouge. La mer Rouge, canal de Suez. Canal de Suez, c'est la principale source de revenus de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, t'étrangles l'Égypte. L'Égypte sera forcée d'entrer dans le conflit pour résoudre ce problème. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui même, a envoyé une vidéo de propagande à destination des Iraniens, avec l'armée qui était en alerte. Ça commence à schlinguer, là. Et si demain, Bab el-Mandeb est fermé, qu'est-ce qui va se passer? Les cargos n'auront plus qu'une seule solution, contourner toute l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va ajouter un détour, on va ajouter à ce détour entre 10 et 14, voire 18, 20 jours, selon les routes commerciales, tu vois. Et dans le transport maritime, quelques jours de plus, ça change tout. Bah oui, parce qu'un navire, c'est du carburant, c'est des équipages, c'est des assurances, et c'est des coûts logistiques. Et plus les trajets sont longs, et plus les coûts vont exploser. Et quand les coûts explosent, eh bien, une chose qui est certaine, c'est ta facture finit par exploser. Voilà. Il y a une raffinerie à Haïfa, là, qui a été touchée, là. Oui, alors j'ai regardé, moi, si tu veux, d'après ce qu'on nous dit, c'est encore pareil. Alors, faut savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. A priori, ils parlent que les dégâts sont minimes. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est pas la raffinerie de Haïfa, moi, c'est ce qui a été touché au Qatar. Ah oui, là, ça change tout. C'est les grands centres gaziers. Là, c'est autre chose. C'est clair. C'est 20%. Là, on a pris la grosse poche là entre le Qatar et l'Iran, tu vois. Tu sais, là, moi, quand j'étais militaire, on a fait l'exercice Gulf Falcon 6 en 2001. Gulf Falcon 6, j'ai fait ça, c'était 2001 ou 2002, je sais plus. Bref, Gulf Falcon 6, c'était une de mes dernières missions. En fait, c'est l'accord de défense qu'il y a entre le Gulf Falcon, c'est l'exercice qui, en fait, si tu veux, chaque année, c'est un exercice qui est fait entre l'armée française et l'armée qatari. C'est l'accord de défense qu'il y a entre le Qatar et la France, justement parce que entre le Qatar et l'Iran, il y a une poche de gaz qui est en forme de poire et les deux pompent dessus. Et le Qatar, se sentant menacé, si tu veux, par l'Iran, puisque le Qatar c'est tout petit, eh bien, a signé des accords de défense avec la France. Question. Où est la France aujourd'hui? Vous avez 4 heures. Moi, j'ai vu l'exercice, J'ai même les photos, je te jure, j'ai les photos, je peux te les envoyer. C'était des photos, en fait, si tu veux, qu'on faisait sur pellicule à l'époque, et moi, je les ai toutes scannées pour les garder, si tu veux, quand on a eu le smartphone, qui est l'avènement du smartphone. J'ai tout scanné pour les garder, si tu veux, avec moi. J'ai les photos où, quand on faisait l'exercice, à l'époque, l'armée du Qatar avait des chars, c'était les AMX-30B, tu vois. Donc, voilà. Mais en gros, là, si on fait une petite projection, on essaye, bien sûr, tu vois, en restant impartial. Ouais. Là, on voit bien qu'en fait, il y a Netanyahou qui s'affole parce que les États-Unis, dans une dizaine d'années, ne contrôleront plus le monde. Il y a la Chine qui monte, là. On le sait. Il y a la Chine qui monte, il y a l'Inde. Il y a l'Inde, il y a tout un tas de choses. Mais en fait, si tu veux, toute cette guerre, pour, si tu veux qu'on soit bien clair, toute cette guerre, si tu veux, il n'y a pas qu'une histoire d'en finir avec l'Iran et compagnie. Pour une raison qui est simple, c'est que l'histoire du nucléaire iranien, c'est de la flûte. C'est de la flûte puisque Khamenei, Ali Khamenei, l'ayatollah qui a été tué là, il avait inscrit dans la constitution iranienne que l'interdiction, si tu veux, de fabriquer une arme nucléaire. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu regardes le niveau intellectuel des Iraniens, tu crois franchement que s'ils voulaient fabriquer une arme nucléaire, ils l'auraient pas déjà fait depuis longtemps? Oui, mais d'ailleurs, je doute un peu. Mais quand tu es capable de fabriquer des missiles hypersoniques, là, qui sont impossibles à intercepter, tu crois franchement que t'es pas capable d'enrichir ton uranium jusqu'à 90% pour sortir du nucléaire militaire? Mais attends, ils ont 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Mais ça, c'est ce que disent les Américains. Ah, mais pourquoi les Américains? Donc, d'accord. S'ils ont 400 kilos déclarés à 60%, sache qu'ils en ont à 90%, c'est obligé. Mais c'est obligé. Ça, première chose. La deuxième chose, il y a un truc que les gens, si tu veux, oublient. Peut-être par méconnaissance, j'en sais rien.
Au large du Liban, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un des plus gros gisements de gaz Ah, naturel il y a dans les eaux territoriales libanaises et au Le large de Gaza. Léviathan, c'est le Léviathan. Oui, et au large de Gaza, qu'est-ce qu'il y a? Il y a exactement la même chose Ouais, en bah, petite quantité, bien mais évidemment. c'est ça, je pense, ouais. Pendant la guerre, après le 7 octobre, Netanyahou, en pleine guerre, fait exploiter à 12 sociétés, donc il y en a qui étaient israéliennes, d'autres occidentales, les réserves de gaz, les gisements de gaz de Gaza, qui appartiennent à Gaza. Et au Liban, c'est pas la même chose, puisqu'à l'époque d'Émile Lahoud au Liban, Émile Lahoud, c'était le président libanais d'avant le général Aoun et d'avant Michel Sleiman. Donc, on est en train de parler des années 2000 à 2006-2007, si je me trompe pas. Eh bien, a voulu exploiter le gaz naturel. Il y a une société norvégienne qui était venue jusqu'au large de Liban et du Liban. Mais au dernier moment, ils l'ont renvoyé. Pourquoi? Parce que les États-Unis et Israël n'auraient jamais accepté ça, parce qu'ils avaient peur que tout ça tombe entre les mains du Hezbollah et donc de facto entre les mains de qui? De l'Iran. Ouais. Et Donc donc, toute cette histoire, moi, à mon avis, et là je vais spéculer un peu et je vais faire attention du doctorat en complotisme là. Toute cette histoire, ouais, là je vais y aller fort là. Attention, soyez prêts. Vous êtes prêts? Oui. En fait, ouais, toute cette histoire, si tu veux, il y a un fonds de retour sur investissement en gaz naturel, puisque tu dépenses pas 15 milliards de dollars. Là, ça coûtait plus de 15 milliards de dollars déjà la guerre à Trump. Hein. Plus de 15 milliards de dollars pour rien, sans qu'il y ait un retour sur investissement quand t'es le roi du deal. Deuxièmement, moi je pense que la rencontre Poutine-Trump en Alaska, il s'est passé quelque chose. Contrairement à ce que les neuneux de BFM TV t'expliquent, tu te rends, non mais deux présidents de deux grosses puissances, de deux gros blocs en pleine guerre ne se rencontrent pas aussi facilement dans un endroit qui est hostile à celui qui mène la guerre à l'Ukraine. Non mais tu vois, et qui est sous mandat d'arrêt international. Poutine. Donc je pense, moi, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est dessiné, peut-être que j'extrapole, j'en sais rien. Je pense que Trump et Poutine, ils se sont mis d'accord sur beaucoup de choses en Alaska, notamment tu me laisses le Donbass, tu me fous la paix en Ukraine, tu prends ton petit retour sur... Mais l'autre, il a dû lui demander un petit retour sur investissement parce que Biden avait lâché 300 milliards du haut de sa sénilité. Et donc, retour sur investissement sur les terres rares et compagnie en Ukraine. On bluffe les Européens avec le Groenland parce que Trump, je pense qu'il en a strictement rien à foutre du Groenland, puisqu'il va aller se faire chier sur un glaçon. Et de l'autre côté, il faut résoudre le problème iranien au Proche-Orient. Mais c'est comme ça qu'ils raisonnent, ces mecs-là, en termes de business. Pour qu'ils puissent, tous les deux, tu vois, exploiter ce qu'il y a à exploiter. mais ça, t'as raison. D'ailleurs, ça a filtré qu'ils s'étaient mis d'accord pour le Groenland, le plan Taïwan, le Donbass, et ça, c'est clair. Mais si tu projettes le truc un peu plus loin, si tu prends un peu plus de recul, tu te rends compte qu'en fait, ça s'est organisé et on sait que Israël est dans la merde. En fait, Israël peut tenir parce qu'il y a les Américains. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'Américains, c'est pas possible. D'ailleurs, on sait que c'est plus les Non Américains. mais Israël sans les Américains Mais ne peut pas tenir. Ne peut donc on pas est d'accord. tenir. Et voilà. Déjà, ça c'est clair et net, on le sait. Mais si dans une dizaine d'années, l'hégémonie américaine, les États-Unis perdent l'hégémonie mondiale, et c'est les Chinois qui arrivent en force. Tu penses quoi? Il y a deux options. Soit les Chinois ne laisseront pas faire ça et mettront leurs pions, c'est possible. Soit les Chinois se serviront du système déjà en place, en proxy, pour pouvoir développer leur marché intérieur. Et en gros, je te la Les fais courte. Chinois sont pas Soit des ils guerriers, disent les les Chinois. mecs qui sont avec les Rothschild et machin, les Wall Street, on les laisse avec eux, on contrôle Wall Street et on les laisse au loin parce que leur but c'est quoi? Avoir les matières premières et développer leur marché intérieur. Et là, c'est les boss, tu vois. Ou bien ils veulent vraiment, ils veulent plus d'Israël et le colonialisme et tout, tu vois. Donc il y a deux options en fait. Parce que l'histoire du Liban, elle est liée à ça en vérité. Tu retires les États-Unis, il y a la paix. Mais nous, mon ami, nous, on a toujours servi de terrain de foot. Nous, on est un stade de foot, nous, au Liban. Ils sont toujours, toutes les grandes puissances sont toujours venues se battre chez nous, mais à l'époque de l'Union soviétique déjà. Ouais, mais c'est clair, ils veulent monter, ils veulent prendre le sud jusqu'au Litanie, là. Mais ils sont même plus que ça.
Mais même plus que ça, ils ont Mais déjà avancé. Alors le Hezbollah, à chaque fois, tu vois, te parle de ce qu'il a détruit parce ils ont quand même, ils ont chié face au Hezbollah. Et là, ils sont déjà à 5-6 chars Merkava éclatés. Hein. Ah bon, on en Ah parle. ouais. Moi, je savais Hein? pas. Ah mais Je ça, savais tu le pas. sauras jamais. Mais je croyais Tu qu'ils avaient sauras éclaté jamais. tous les tunnels. Ils nous Non avaient mais dit ils ont qu'ils avaient éclaté. Mais éclaté non les mais ils tunnels. ont pas. Mais C'est c'est des pas conneries. possible. Depuis début 80, le Hezbollah consolide ses positions au Liban. Tu crois franchement qu'en 3 mois tu vas éclater des tunnels? Mais 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 faut écouter les mecs de l'ONU quand ils rentrent du sud Liban, ce qu'ils te racontent. Moi, j'ai vu l'autre jour un caporal-chef. Je discutais avec lui. Il m'a dit mais laisse tomber. Il m'a dit mais eh, laisse tomber. mais Il m'a Charbel dit mais aussi. Mais regarde, c'est le truc qui est un peu mystique d'un point de vue extérieur, hein, quand t'es pas ouais. libanais. C'est que tu vois le truc, tu te dis attends, le Liban il a attaqué. Normalement, c'est l'armée qui défend le Liban, c'est pas le Hezbollah ou des trucs comme ça. Mais vu qu'il y a vous avez chez vous au Liban, faut pas que l'armée soit forte, sinon le plan coup d'État, ça crée des situations comme ça. Donc ça veut Ben, dire que quelque l'armée. part, vu qu'il y a un clivage déjà au Liban Il y sur a pas de la non non. légitimité, non, La- oh, je dis pas le clivage, ils s'embrouillent, ils sont pour le Liban, mais il y en a qui vont dire le Hezbollah, il nous attire des problèmes, et d'autres bah, qui vont dire maintenant non, ça faut qu'on devient soutienne. ça. Maintenant Ouais. ça devient ça puisque la dernière attaque du Hezbollah. En fait, si tu veux, le Hezbollah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut remonter aux accords de Taïf. À la fin de la guerre civile, si tu veux, enfin ce qu'on a appelé la guerre civile au Liban en 1990, il y a eu les accords de Taïf. Donc elle a pris fin avec les accords de Taïf. En Arabie, Taïf, c'est une ville en Arabie Saoudite. Donc il y a eu les dignitaires libanais qui sont partis là-bas se réunir. Il y a eu un accord qui a été signé. Ils ont remis à jour la constitution. Ils ont enlevé des prérogatives, si tu veux, au président de la République pour renforcer le poste de premier ministre, du président du Conseil. Et donc du coup, si tu veux, à partir de ce moment-là, il y a eu une dissolution de toutes les milices. Parce qu'au Liban, enfin, t'avais une quinzaine de milices. Hein. C'était un bordel sans nom au Liban. Pour celui qui veut parler de là-bas, faut vraiment qu'il se replonge dans l'histoire pour comprendre. Et même quand tu te replonges dans l'histoire, si tu veux, t'as besoin de la reprendre 4-5 fois pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et donc du coup, si tu veux, il y a eu les forces libanaises, donc la plus grosse milice chrétienne qui a été dissoute, les phalanges chrétiennes, les druzes, etc. Ça, toutes les milices, excepté une seule, qui était le Hezbollah. Pourquoi? Eh bien parce que il a acquis, à cette époque-là, le statut de résistance face à l'occupation israélienne, qui était là depuis 1982 au sud Liban. Donc qui allait jusqu'au Litanie en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça. Et donc, le Hezbollah a acquis, si tu veux, au fil des années, cette réputation et cet appui, si tu veux, de quasi l'ensemble des Libanais. Parce que des Libanais, il faut pas se raconter des histoires, qui appuyaient le Hezbollah, mais ils voulaient qu'une seule chose, c'est que tout ça, ça s'arrête et que arrêter d'avoir un État dans l'État pour construire un État fort, si tu veux, et avec son armée qui puisse régner sur la majorité de son territoire. C'est pour ça que les gens qui t'expliquent aujourd'hui, même des Libanais, oui mais l'armée elle est faible, donc oui mais d'accord, mais arrêtez les gars et rejoignez les rangs de l'armée, c'est ce qui leur a été proposé pour constituer une armée forte, pour qu'on puisse résister tous ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Et que la Bah ouais, c'est décision, la si tu logique, veux, ça. C'est mais la bien logique. sûr, la décision de la paix ou de la guerre ne soit contre une seule contre les mains d'une seule entité qui est le gouvernement libanais. Point. Mais ça non. Mais c'est pas parce que les mecs ils voulaient pas, c'est parce que l'Iran ne voulait pas. Parce que si jamais ça arrivait, ça, qu'est-ce qui allait se passer? Une partie de la stratégie de profondeur stratégique de l'Iran, qui est d'agir contre Israël via ses proxys, s'effondrait. Et étant donné que le Hezbollah c'est le bras armé le plus puissant de l'Iran, eh ben c'est fini. Encore aujourd'hui, sur les médias arabes, sur le média Al-Hadath, qui reprend des dires de dignitaires iraniens, ils expliquent que l'Iran s'appuie sur ses alliés de la région et le plus puissant qui est le Hezbollah libanais. Point barre. Donc Mais c'est ça qui faut aller lire si tu veux ce que disent les gens. Ah ouais, donc Ici c'est on ce te point raconte qui rien crée ici. le clivage. Bah, ça, Mais c'est bien clair. évidemment, Et ça, c'est con les parce gardiens de que la révolution qui ont été tués à Beyrouth dans l'hôtel la semaine dernière. Mais c'était 4 mecs, c'était des 4 types des gardiens de la révolution à Beyrouth. Ils mais étaient pas là-bas pour faire du jet ski. Hein. là, les Libanais, ils sont pour le désarmement du Hezbollah ou ils sont pour Les Libanais, ils ne raisonnent pas en matière de Hezbollah ou de je sais pas quoi. Les Libanais en ont ras le bol. En ont ras le bol de se faire détruire leurs baraques. Et là, l'attaque du Hezbollah sur Israël pour venger Khamenei,
pour les Libanais, l'écrasante majorité d'entre eux, c'est l'attaque de trop. Mais qu'est-ce que t'as été provoqué un voisin qui est 1000 fois plus puissant que nous et qui peut nous infliger des dégâts considérables? Au nom de quoi? En attendant, d'accord, les mecs du Hezbollah se battent et ok, c'est tout à leur honneur, certainement. Mais en attendant, les gens, les civils qui meurent, la centaine d'enfants qui sont morts là, depuis le 28 février, ils ont demandé quoi eux? C'est vrai qu'on a 1000 Sur, victimes là. non mais On a sur, 1000 sur morts. l'hôtel de, non mais sur l'hôtel de quoi on les a sacrifiés ces gosses? Ouais, c'est ça le problème. C'est ça. Donc c'est comme, en fait, si tu veux, quand tu parles comme ça, comme tu es en train de parler comme moi là, soit t'es un sioniste. J'ai fait une vidéo complète là-dessus sur ce biais psychologique, tu vois, qui est somme toute bizarre dans Non, la mais société française. rien à Quand voir. tu rien à parles voir. comme ça, t'es un sioniste. Et quand tu parles de l'autre côté, qu'il va peut-être falloir arrêter de taper sur des civils et tuer des gosses pour rien, parce qu'on connaît vos intentions derrière, bah t'es un pro Hezbollah. Ah oui. Donc, Ah oui. donc c'est pour ça que je me dis, je veux dire, j'ai appelé la vidéo analyse égale ennemi. Non, mais la nuance, tu connais Charbel. La nuance, c'est toujours ça hein, le problème. Mais tu penses pas que, franchement, Dis-moi. comment se fait-il qu'il se lance comme ça dans une course effrénée parce que là, faut dire la vérité. Netanyahou, il met le feu. Ça n'arrête pas. Tu vois. Netanyahou n'en a, non mais il faut comprendre comment fonctionne Israël. Israël n'en a rien à foutre des dégâts. Israël, nous, on disait toujours, quand je me souviens, depuis que je suis gamin, on dit ça au Liban. Tu tues un Israélien et t'en butes 10 derrière. Israël ne pense qu'à Israël. Ils n'en ont rien à foutre du reste. Et il y a aussi derrière une dimension eschatologique aussi. Tu vois? C'est clair, le plan, non pas scatologique, eschatologique. Eschatologique, c'est eschatologique. c'est pour les J'ai pas dit soirées. scatologique. Non, c'est- j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Je connais la différence. non. Strauss-Kahn ne viendra pas, t'inquiète pas, Boston. Il sera Dominique, t'es où? pas là. Il est en peignoir sur le panel, là, je le fais monter. Ah ouais. Non mais, blague à part, oui, le Ravron Chaya attend le Messie tous les 2 mois, ça Bien sûr. on sait. Mais sans délirer, ils peuvent faire ça parce qu'il y a les Américains derrière. Mais tu penses que là, imaginons, ça se calme, Ouais. ça se calme. Les Américains, on sait très bien qu'ils sont en train de perdre, même au niveau économiquement, par rapport à la Chine. Dans quelques années, la Chine ne laissera pas faire ce genre de truc, c'est pas possible. Et déjà, ils n'auront pas la puissance pour gérer comme ça tout le monde au garde à vous et tout. Parce qu'il va y avoir une bascule de puissance dans ces 10 ans. C'est pour ça que Netanyahou, il met le paquet là. Parce qu'il sait qu'il va disparaître. Netanyahou, de toute façon, il peut pas s'arrêter. Demain, s'il s'arrête, Netanyahou, il va avoir un problème intérieur. Mais avant, il le faisait à feu doux, tu vois. Il faisait l'agression, mais en loose day, tu vois, quelquefois ça partait un peu Mais en oui, live. mais c'est parce que là, Maintenant, on c'est est sur une n'importe quoi, là. dimension, on est sur une dimension religieuse. Il le dit, le mec. Il le dit, L'ambiance tu sais. ambiance Jabotinsky, ils sont devenus fous, les gars, quoi. Mais tu sais, une fois, j'ai dit quand il y a eu le début, c'est après le 7 octobre, là, que ça a commencé à taper dans tous les sens. J'ai Olive, il m'invite sur un live. Je venais de rentrer, il était 22h et quelques, là, et il me dit, ouais, tu peux monter sur le live. Il me dit parce que il y a des gens, tu vois, de là-bas qui en discutent, machin, on est en train de débattre. Je dis, bah écoute, ouais, je vais venir. Mais bon, je sais pas ce que je vais venir faire là-dessus, quoi, mais bon, je vais venir. Et là, la veille, en fait, si tu veux, Netanyahou, à l'époque, il parlait de guerre religieuse. Il parlait de guerre religieuse qui se passait, de la Torah, tout ça, machin. Enfin, je voyais pas. Moi, ça m'avait choqué la vidéo parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il parle de la Torah et compagnie? Et donc là, j'ai posé la question, si tu veux, au type qui est en Israël. Je lui dis, mais, enfin, je veux dire, sur quel livre religieux vous vous basez pour mener cette guerre? Ah, le mec, il est un peu buggé, tu vois. Et je lui ai dit, mais enfin, faut m'expliquer, parce que Netanyahou a dit que c'était une guerre religieuse. Donc, je lui dis, c'est a priori sur la Torah. Il me dit oui. Je dis, bah, tu peux me citer le passage dans la Torah où Dieu t'autorise à tuer des femmes et des enfants pour récupérer une terre? Oui, c'est clair. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bah Donc, oui, tout ça, non, mais c'est tout ça pour dire que c'est aussi du marketing derrière. Et tout ça, c'est du business. C'est du bien business. sûr, Tout c'est ça, du c'est fric. une histoire d'énergie. C'est une histoire d'énergie. Ouais. Moi, je reste persuadé que c'est une histoire de gaz. Oh, bien C'est une sûr. histoire de gaz. Ou de pétrole. Mais par rapport à la stratégie iranienne, comment tu la décryptes? Ils veulent les mettre dans un bourbier, ils veulent laisser traîner le truc. Comment tu vois le truc, toi, en gros?
Qui ça? Parce qu'en vérité, les Iraniens, ils sont obligés de résister jusqu'à la mort. Sinon, Ah bah, ils les savent Iraniens, de très toute bien qu'ils façon, vont c'est tous Karbala, sauter. là. Hein. Là, les Iraniens, les chiites, là, on est dans Karbala. C'est vrai que c'est tendu. Karbala, pour ceux qui savent pas ce que c'est le symbole du chiisme. C'est comme ça. Donc là, c'est jusqu'à la mort. Hein. Ça se tape le dos, là. Mais le problème, c'est que ils ont fait une erreur fatale de liquider le guide suprême. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte. Parce que là, ils vont avoir des gros problèmes. Les mecs, ils ont juré, quoi. En plus, le gars avait 86 ans, quoi. Et il allait mourir, en plus. Donc, Non mais là, ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'il faut, non mais là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les chiites, donc pourquoi je dis Karbala? Je dis Karbala parce que en 680 à Karbala, donc en Irak, hein, enfin en Mésopotamie à l'époque, tu as des soldats arabes qui massacrent une petite troupe qui est conduite par Al-Hussein. Al-Hussein, c'est l'un des petits-fils du prophète. Et le drame, si tu veux, cette histoire arrive moins de 50 ans après la mort de Mahomet. Et ça, c'était un traumatisme pour les chiites. Et en fait, quand tu regardes le guide suprême en Iran, c'est un religieux qui est, si tu veux, tout de suite après. Donc c'est énorme, si tu veux, pour les Iraniens aujourd'hui. Pour les chiites, c'est énorme. Et donc là, ils sont rentrés dans le combat final, si tu veux, pour eux. Mais c'est chaud, hein. Franchement. Mais c'est normal que ce soit chaud. Mais c'est normal que ce soit chaud, si tu veux. En une fraction de seconde, on leur tue le guide suprême. Mais t'imagines demain. C'est incroyable. T'imagines demain, enfin, je sais pas moi, on tue le pape. Ouais, non, mais c'est incroyable. Franchement, c'est une erreur stratégique. C'est ce qu'a dit Monsieur Asselineau. Hein. Monsieur Asselineau en a parlé dans sa vidéo. Justement, le fait que l'on tue. Lui, c'est ce qu'il voulait. Mourir en martyr. Ils sont aliénés. En plein ramadan. Attention, en plein ramadan. Hein. En plus, ouais. C'est vrai que c'est. Donc c'est un cadeau, si tu veux, de la mort en martyr, c'est un cadeau. Et donc c'est un signe religieux énorme. Ouais, c'est vrai que c'est une connerie monumentale. Mais bien sûr que c'est une connerie monumentale qui est faite par des ignares. C'est vrai que c'est hallucinant. Qui est faite par des ignares, je parle de Trump. Mais les Israéliens, ils savent très bien ce qu'ils font, attention. Hein. Mais d'ailleurs, Trump, t'as vu le niveau, franchement, niveau international, il est nul. Mais c'est flippant. Là, en ce moment, il a en bouffée délirante. Non, tous mais les Trump, jours, il s'est fait complètement rouler dans la farine par Netanyahou. Ouais, mais comment il lui a fait ça? Tu crois qu'avec attends, c'est pas il a dû le menacer. Non, mais alors, quand on écoute encore une fois les analystes, ils suspectent énormément une menace de Netanyahou de frapper l'Iran quoi qu'il arrive, si les États-Unis interviennent ou pas. Et il y en a qui suspectaient même d'une frappe de l'Iran avec du nucléaire israélien. En plus. Ouais, genre c'est pour ça qu'ils sont venus faire un coup d'éclat. Mais je voulais savoir justement, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est avec la Syrie justement. Il y a toujours eu un ressentiment des Libanais avec la Syrie ou un doute ou comment t'expliques ça? Tu m'étonnes. Ils étaient là jusqu'en 2007 ou 2000 combien? 2005. En fait, ce qui s'est passé, l'entrée de la Syrie au Liban, c'était à la demande des dirigeants libanais. Parce qu'ils n'arrivaient plus à contenir la guerre civile et ils ont demandé de l'aide à la Syrie pour justement essayer de calmer le jeu. Et ils sont rentrés, il y a Hafez al-Assad, le père de Bachar, qui a déclaré l'entrée de l'armée syrienne au Liban sous le slogan Force de dissuasion arabe. La fameuse FDA. Sauf que son intérêt derrière, enfin son intention derrière, c'était de récupérer le Liban pour l'intégrer à la Syrie et faire la grande Syrie. Quand on a compris ce qu'il allait nous faire, bah là, on est entré en résistance et puis c'est parti en cacahuète et ça a duré 30 ans l'histoire. Quasiment. Ah ouais, parce que quand tu parles avec des Syriens, c'est vrai qu'il y a le concept de grande Syrie. Souvent, ils te sortent ça, tu vois. Et ils te disent la Syrie, ça a 10 000 ans et le Liban, qui est très très vieux aussi, faisait partie de la Syrie à un moment. Oui, enfin bon. Mais les Libanais, le Liban, il est cité, je crois que c'est 70 fois dans la Bible. Hein. Donc, on parle plus dans la Bible du Liban que de la Syrie. Hein. Mais comment ils ont développé ce truc-là? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Parce que peut-être que Hafez el-Assad leur a mis dans la tête. Ah, je vois que Lilou, c'est une Libanaise. Elle vient d'envoyer un sacré message à Hafez el-Assad. Là. Ah oui, mais il y a un clivage entre les deux. Hein. Mais c'est normal.
Mais il faut comprendre ce que nous faisait l'armée syrienne au Liban. Sous occupation syrienne, t'avais des couvre-feux. On t'entend moins. Vous m'entendez là? Ouais. Là, c'est bon? Oui, Ouais, là, c'est c'est parfait. mieux. Ouais. Couvre-feu et tout. Ah ouais. Ah, mais bien évidemment, il y avait des couvre-feux. Si jamais, par exemple, l'armée syrienne, une patrouille passait, t'avais 4-5 gars qui étaient réunis, je sais pas moi, des mecs, tu sais, en train de taper une binouse ou un truc comme ça, eh ben, ils les embarquaient. Je me souviens quand j'étais gamin, on se faisait tellement bombarder par les Syriens, et je me souviens qu'il y a eu une rumeur comme quoi le président syrien était mort. Ah bah tout le monde a commencé à tirer en l'air, à faire péter des feux d'artifice, on était contents, enfin délivré. Putain, 20 minutes après, ça a été démenti. Et bah je peux te dire que pendant 15 jours, on en a pris plein la gueule. Ah ouais, laisse tomber. Mais Ah l'histoire, ouais. Elle est Moi j'ai bouillante, vécu un quand même, attentat à 800 mètres de l'école, 75 kilos de TNT dans une Renault 5, Wow. projeté Ah ouais. au sol. 8 gars de mon village sont Projeté morts au en une sol. fraction de seconde ce jour-là. Non. Toi, t'as vu l'explosion et tout? J'ai un oncle, bah bien sûr, j'ai un oncle par alliance qui avait son bureau sur la place là où ça a pété, et il était, en fait, si tu veux, c'était c'était des vitres, en fait, des murs vitrés, si tu veux. Et il était dos à la place, son bureau était dos à la place. Toute la vitre a explosé derrière lui, il s'est pris des éclats dans le dos, il était projeté au sol. Putain. Ah ouais, non, c'est chaud. Ouais, t'es traumatisé après des trucs comme ça. Oui, les forces libanaises existent toujours sous forme de partis politiques, mais pas de milices. Mais en gros, votre problème, c'est qu'il vous faut une armée, quoi. Bah, il nous faut une armée forte et qu'elle exerce sa pleine autorité sur tout le territoire libanais. Moi, une fois, je me souviens, on était petits, le bus, il nous déposait, si tu veux, il pouvait pas aller jusqu'à chez nous, parce que, tu sais, c'est là, au Liban, tu pars du bord de mer et tu montes, en l'espèce de 15 minutes, si tu veux, t'as déjà fait 300 mètres, quoi. Tu vois, d'altitude. Et en fait, si tu veux, le bus, il pouvait pas descendre jusqu'à chez nous, puisque, il pouvait plus remonter après. Et donc, il nous déposait à côté de l'église, il y avait 320 marches, tu vois, pour arriver jusqu'à chez nous. Le bus nous dépose, on fait aller une trentaine de marches, et là, une salve de Katyusha qui nous tombe sur la gueule. Alors les Katyusha, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ce qu'on appelait les orgues de Staline à l'époque. En fait, si tu veux, c'est des roquettes de 122 mm. Ils t'en faisaient partir entre 40 et 70 d'un coup, et elles tombaient toutes en même temps. Oh putain. Ah ouais, non, mais c'est un bon. Ah ben, je te promets, hein, Ouais, les orgues de Staline, c'est flippant. c'est Ouais, comme non, si mais tu c'est- prenais une grosse poignée de cailloux et tu les jetais en même temps et tu regardes où est-ce qu'elles tombent. Tu vois, elles tombent toutes en même temps. Et ben nous, on s'est pris ça, je me souviens, moi, j'étais avec mon frangin, il était tout petit, et je l'ai pris sous mes bras, tu vois, et puis on s'est planqué comme ça, comme on a pu, le temps qu'on puisse, que ça se calme, qu'on puisse monter à la maison, on était tout petit. Ah, mais des histoires comme ça, je peux Ouais. pas raconter pendant 3 plombes. Ouais, c'est chaud. Ouais, franchement, Ouais. c'est assez hardcore. Bah, déjà, c'est très gentil que tu nous aies accordé 1 heure de ton temps. Mais je vous en prie. Ouais, c'est cool, c'était agréable, hein. Merci beaucoup, Charbel. En tout cas, t'es le bienvenu, hein. C'était très agréable de parler avec toi, mais il y a tellement de sujets à aborder, je veux pas te tenir la jambe toute la nuit, mais en tout cas, merci beaucoup pour. Non, mais t'hésites pas, surtout, t'hésites pas. Eh, mais pas de t'as souci. vu, ils ont fermé le Saint-Sépulcre. Oui, ils ont fermé le Saint-Sébastien. Alors, je me suis pas trop penché sur cette histoire, et c'est pareil, hein, c'est les informations entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est. Mais c'est Putain, Pâques là c'est pas bientôt, évident, ils hein. peuvent pas le fermer pour Pâques, c'est pas possible. Bah ouais, mais Problème. bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a bien des Par curés contre, sur lesquels, on a bien des curés sur place qui se font cracher dessus, hein. Je te jure, c'est une dinguerie. Par contre, je vais relier ta pétition là et on le mettra en lien aussi. De la vidéo. Partagez-la. Alors, en fait, si tu veux, moi, la pétition que je l'ai faite, si tu veux, c'est pas ma pétition. J'aimerais bien que tous les Français s'en emparent. Et voilà. Après, moi, je suis pour aller en discuter, pour aller en faire la promotion. Il y a aucun problème avec ça, bien évidemment. Si tu veux, bien évidemment. Pas de problème. Bon, Je suis juste cette espèce de voix qui crie dans le désert, comme dirait l'autre. Tout à fait. Bah, En tout cas, merci, hein. C'était En cool. tout cas, oui, merci beaucoup, Charbel, d'avoir accepté de venir, hein. Franchement, c'était un grand plaisir de t'écouter, hein. Et merci à toi, Eddy, aussi. Avec plaisir. Même si c'était pas des super nouvelles, mais bon. Ouais, Écoutez, mais moi, je suis c'est- dans le pragmatisme, hein. Je parle des faits, uniquement les faits, en faisant fi, si tu veux, de mes ressentis perso et de mon appartenance, qu'elle soit religieuse ou autre.
en fait, idéologiques ou autres. Il y a tellement de trucs qu'on n'a même pas eu le temps de parler de la France, c'est con, parce que j'avais pas mal de trucs à te poser au niveau du patriotisme et de l'immigration. Bah écoute, vas-y, hein, je suis encore le temps, tu peux y aller, y a pas de souci. Bon, c'est assez long, hein. Bon. Moi, il y en avait une que je voulais te poser, c'était, bon, toi, on a bien vu que tu venais d'un pays arabe, tu vois, même si t'es chrétien, t'arrives en France, bon, t'as une double nationalité quelque part, tu as une double identité, mais t'as réussi par rapport à créer un équilibre, tu vois, avec la culture française et ton pays d'origine. Et on remarque qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à... Ouais, il y a des camionneurs qui manifestent ou quoi, à cette heure-ci, les mecs, ils rigolent pas. Bref. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, les mecs, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui viennent de l'immigration, qui ont du mal à trouver leur place. Tu vois, quand il y a une double nationalité, et souvent les gens habitant en France, Dieu merci, pas toujours, mais on voit ce phénomène que les mecs, ils vivent en France, mais tu sens que leur cœur est dans leur pays d'origine, et quelque part, il y a un peu le concept de cinquième colonne qui vient, tu vois. Mais c'est normal. Tu sais pourquoi c'est normal? Non. Moi, je vais te parler en tant qu'immigré. Moi, je suis arrivé d'un pays, si tu veux, où bon, j'ai connu la guerre, etc. Et donc, quand je suis arrivé en France, la France m'a sauvé, m'a permis d'avoir un avenir, de faire un avenir, etc., etc. Je suis arrivé dans un pays et j'ai découvert quelques années plus tard que le fait d'aimer son drapeau, c'était être fasciste. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais je comprends pas moi. Ouais, c'est bizarre. Hein. Mais non mais attends mais j'ai dit mais et puis il y a pas longtemps sur le plateau de Bistro Liberté, j'ai justement une discussion, il y avait un avocat qui était là qui arrêtait pas de me dire la France est blanche pendant une heure et demie d'émission, le mec, il a fait l'émission là-dessus hein. Et donc je disais à cet avocat, j'ai dit mais monsieur, j'ai dit mais pendant des décennies vous avez accepté que l'idéologie socialiste explique à vos gosses et aux gosses d'immigrés que aimer le drapeau français c'est être fasciste, que l'éducation civique ça servait à rien, et que. Je dis mais vous avez laissé le socialisme complètement matrixer les générations. Et aujourd'hui vous arrivez avec votre volonté de pseudo-nationaliste, juste comme ça, avec un coup de baguette magique, taper du poing sur la table et dire maintenant vous allez être français. Vous allez aimer le drapeau. Vous allez. Je dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. J'ai tous ces gens-là, ils se sont raccrochés à quoi? Puisque vous les avez rejetés à leur pays d'origine, et ce qui est tout à fait logique et normal. Puisqu'on a tous, en tant qu'être humain, besoin, si tu veux, d'une appartenance à ce qu'on appelle la tribu. Mais sans jeu de mots, si tu veux. Et sans aucune forme de... C'est pas péjoratif, quoi. Mais tu sais, c'est l'appartenance. Chaque être humain a besoin d'une appartenance. Après, il y a le modèle occidental. Et donc, du coup, j'ai dit, mais remettez en place l'éducation civique, réapprenez aux gens que le drapeau français, le bleu, blanc, rouge, ça a une histoire, ce pays a une histoire millénaire, il faut réapprendre à l'aimer, refabriquer des Français, et ensuite arriver avec vos gros sabots de nationalistes et expliquer les choses pour ceux qui sortent du rang. Et vous verrez que, à mon avis, les choses changeront. Mais ça va prendre quand même 1 ou 2 générations encore, hein. Oui. Ah bah alors là, je me suis fait allumer. Non, mais t'avais raison en plus, parce qu'en vérité, c'était Burza. Comment? C'était Burza, l'avocat? Ah non, pas Brusa, c'est une crème. Non, je sais plus comment il s'appelle, c'était sur le plateau de TV Liberté, Bistro Liberté, c'était un avocat qui était là, je sais plus comment il s'appelle. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'avant l'épopée Bernard-Henri Lévy, SOS Racisme et tout, il y avait un modèle français qui faisait rêver, tu vois. Bien sûr. Arrivé en France, les anciens, par exemple, qui venaient du bled dans les années 60, ils arrivaient en France, ils se régalaient. Les mecs étaient bien habillés, virils, la belle voiture. Et ceux qui sont arrivés dans les années 50, c'était pire encore. Ok, il y avait un peu de misère, mais les gens avaient la classe quand même. Tu vois, et le modèle occidental était flamboyant. Mais quand est arrivé les nouveaux philosophes avec Bernard-Henri Lévy, tout ça, il y a eu une période où métrosexuelle un peu, tu vois. Ouais. C'est au milieu des années 80. Parce que les mecs, ils arrivaient du bled et ils voyaient des Jean Gabin et des Lino Ventura, ils disaient ah ouais, respect. Tu sais, c'est comme au bled, quoi. C'est le patriarche, tu vois, avec qui a de la tenue et tout. Mais quand on est arrivé l'ambiance, les valseuses,
Ah, ils ont pas croqué. Donc, ils se sont mis de côté, ça a créé des ghettos. Ils sont devenus hors sol. Tu vois ce que je veux dire? Où il y avait Ouais, rien bah qu'une ouais. élite parisienne qui, eux, adhéraient à la culture et tout. Mais c'est plus ça, en fait. C'est ça qui nous a éclaté. Mais ça, c'est le modèle occidental, en fait, qui s'est pété la gueule dans les années 80, en fait. Et il fait plus rêver, en fait. C'est pour ça que les gens n'adhèrent plus. Mais bon, dans l'histoire, tu te retrouves avec, Dieu merci, pas tout le monde, parce que les gens adhèrent à la France et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se fixer, toujours avec le fantasme du retour du bled. Et après, la France, c'est particulier, c'est plus maghrébin, c'est pas trop libanais ou Bah iranien et tout. après, je suis d'accord avec toi, mais en fait, si tu veux, c'est pas une histoire d'être maghrébin ou libanais, à mon avis. Moi, c'est une histoire de, voilà, faut que c'est à la France de faire un boulot, si tu veux, d'arrêter de se saboter. On sait, le socialisme a saboté ce pays. C'est Mais clair. quand j'écoute le discours de Mélenchon d'hier, avec cette histoire de blanc tout moche, mais t'as envie de lui dire, mais ferme ta gueule. C'est une forme de racisme, en fait. Mais c'est un, mais Hein. c'est un sombre raciste, c'est un sombre Ben ouais, fasciste, ce mec. mais bien Alors sûr. lui, il fait ça pour buzzer, si tu veux. Lui, il fait ça pour buzzer. C'est juste pour ça, ce mec-là, parce qu'il a plus que ça, en fait. Je me rappelle quand il avait sorti, quand il y a que des blancs, je me sens mal. Ouais. Le mec, il a Je me dit, souviens. on est en Mais je me France, on souviens va quand pas. il a craché sur Jeanne d'Arc aussi. C'est une dinguerie quand Non, même. mais ce mec-là, mais tu le mets dans n'importe quel pays arabe, mais ce mec-là, mais tu le vois plus. Ah non, mais Il est lui, en prison. ah, lui, Mais c'est il le est coup, d'origine c'est du le coup. Maroc en plus. Non, mais origine ou pas origine, je veux dire, tu le prends, tu le mets dans n'importe quel pays arabe avec son idéologie, sa façon de parler, ce type finit en tôle. Ah oui, non, mais même pas. Il finit, ils vont lui faire le coup du pneu, hein, je te le dis, à la Nigeria, lui. Laisse tomber. C'est abusé, c'est abusif. Mais derrière lui, il y a le Grand Orient, il y a Mais Grand bien Orient, évidemment, mais bien évidemment. tout ce qui est wokisme, tout ça, ça vient de cette daube, hein, rue Cadet, c'est là que ça sort, sans faire le complotisme. Parce que quand tu prends la GNLF, par exemple, ils sont plus dans les partis politiques, tu vois. Mais Grand Orient, bien que Grand Orient aussi, il y a beaucoup de politiques, mais ils vont être à la pointe un peu des idées un peu, c'est le wok, les conneries comme ça, tu vois. Mais quand Cette tu regardes société. Thomas Guénolé qui a rejoint le grand, mais tu t'as compris de quoi, ils Oh sont quoi non, ces gens-là? il est complètement bas. celui-là. Mais bien sûr. Bon, moi, je trouve que, en tout cas, merci beaucoup, tu sais, pour l'UPR et tout, de voter Asselineau. Vraiment, bravo à toi. Et bah, la porte est grande Je ouverte. peux Hein. te poser une Tu peux venir question. quand tu veux, Charbel, avec plaisir. Hein. Je veux poser une question. C'est quoi la Ouais. spécialité libanaise que tu aimes le plus? Moi, c'est pas le problème. Mon problème, c'est pas une seule spécialité, c'est que j'en ai je sais pas combien que j'adore. Mais Voilà, moi, j'ai mon péché mignon, c'est le shawarma viande. Ah, avec le pain libanais, là, ça c'est bon, Ah, le ça pain c'est bon. Ça. libanais. Ouais, j'avoue. En tout cas, c'est cool. Hein. Moi, je vivais dans le 15e pendant près de 40 ans. Il y a beaucoup de Libanais et d'Iraniens dans le 15e arrondissement. Tu vois. Donc, j'ai pu connaître un petit peu. C'est particulier. Ils sont vachement hospitaliers, les Libanais, j'ai remarqué. Ah bah Bah, nous, chez ouais, eux, le Libanais, il te met bien, le mec. Ah, il te met bien, quoi. Il te sort pas un vieux coca, quoi. Tu sais, moi, quand j'étais casque bleu au Liban Sud, on partait en patrouille. Alors moi, j'étais un des seuls à partir en patrouille parce que j'étais, si tu veux, trilingue. Et donc, vu que j'étais du cru, donc je partais avec les officiers, les sous-officiers en patrouille. Et quand on partait dans les villages, si tu veux, même en aide médicale et compagnie, on faisait beaucoup d'humanitaire, si tu veux, avec le médecin du camp de Nakura, du camp de l'ONU. Et je traduisais moi pour le médecin. Et quand on rentrait dans les maisons, on arrivait toujours chez le chef du village, un truc comme ça. Les gens n'avaient pas grand-chose à t'offrir, mais ils te mettaient une table, ils t'accueillaient, mais avec tout ce qu'ils avaient en fait. Ils partageaient avec toi tout ce qu'ils avaient, et quelle que soit la religion. Ouais, c'est génial. Mais c'est ça le Liban. Le Liban, c'est ça. Et c'est ça Ouais, qui veut le détruire aujourd'hui. c'est une dinguerie, quand même. Et là, quand Mais- tu regardes 1 million de déplacés, hein, mais t'as des familles libanaises. Aujourd'hui, au Liban, comme tu disais tout à l'heure, il y a une crise économique épouvantable. Ah Mais ouais. t'as des familles libanaises dans leur maison, ils accueillent 2-3 familles. Pour la crise économique, là, tu vois quoi, là? Moi, j'hallucine. Attends, le Liban, là, il y a des grosses têtes, du blindé et tout, et pas moyen. Ça n'a rien à voir. Tu crois que c'est les politiques qui s'en ont mis plein les fouilles? Ouais, mais Aoun, bien tout sûr, ça? mais bien sûr, t'as surtout une corruption énorme chez nous.
Ouais, mais là, attends, les mecs, l'électricité, il faut mettre un groupe électrogène. Ah, mais il y a 2 réseaux d'électricité chez nous, c'est quand même exceptionnel. Hein. C'est abusif, non, mais c'est la monnaie, c'est mort et tout, mais je comprends pas. Surtout que c'est pas un bled comme les autres. Il y a des buildings et tout à Beyrouth. Et tout. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je comprends pas. La vérité, c'est un truc, mais ça me fait flipper parce que je me dis, s'ils arrivent pas à se relever, ils sont en train d'éclater tous les pays. Si, du bien Moyen- sûr. Non, mais bien sûr que si. Le Liban se relèvera quand ça sera le moment qu'il se relève. Quand il commencera à exploiter le gaz qu'il a au large de chez lui, le Liban, ça sera un deuxième Qatar. Mais tu Oui. penses qu'Israël va laisser ça? Bien sûr. Bien sûr. Elle va avoir son intéressement, bien évidemment, parce qu'il faut qu'elle gratte partout. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est dans l'intérêt d'Israël, si tu veux, au bout d'un moment, d'avoir un État calme à côté de chez elle. Et qui n'est pas hostile. Ouais, mais je sais pas, dans sa tête, j'ai l'impression qu'il y Et a ils l'ont toujours- déjà fait avec la Syrie. Ils l'ont Ah fait oui, avec mais- la Jordanie. Ça va changer. Mais ils ont barbé la moitié de la Syrie, là. En plus, il y a Giuliani, c'est un mec de chez eux, ils sont à l'aise, Non, là. mais ils l'ont fait avec. et regarde ce qui s'est passé autour. La Jordanie, tout est OK. Les pays du Golfe, tout est OK. La Syrie, ça y est, maintenant c'est OK. Al-Jolani, il a même dit au président libanais qu'il était prêt à l'aider pour en finir avec le Hezbollah. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc il y a une dynamique, si tu veux, au Proche-Orient. On a, là, encore une fois, on a beau être pour ou contre, c'est pas la question. Il y a une dynamique, ça serait malhonnête de pas l'avoir. Il y a une dynamique au Proche-Orient qui est d'en finir, si tu veux, avec l'instabilité. Le prix à payer, il va être très cher. Et au Liban, on est en train de le payer très, très cher. Mais voilà. Et attends, et tu crois qu'ils vont arriver à leur fin? Ils s'arrêtent jamais, tu le sais très bien. Là, s'ils montent sur le Litani, rien qu'ils sont bloqués par le Hezbollah et les tunnels. Mais eux, ils étaient arrivés jusqu'à Beyrouth à l'époque de Sharon. Rappelle-toi. Ah oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je me dis, attends, mais vu que l'Iran, là, je pense que c'est un bourbier, là, s'ils rentrent dans le détroit d'Ormuz, et si on rentre avec eux surtout, parce que là, ils m'ont l'air chauds, hein, ils veulent vraiment y aller. Mais j'ai l'impression que Trump veut vraiment lancer les Européens dessus. T'as pas vu ce qu'il a dit? Il a dit, nous, le détroit d'Ormuz, ça nous intéresse pas, hein, nous, on y va parce qu'on est gentil, hein. On y va Ouais, parce bah oui, qu'on mais, est mais gentil. Trump a fait du Trump, en fait. Ah non, mais là, c'est du Casimir, là, c'est même plus du Trump. Attends, Ouais, on ouais, est mais gentil, il se fout de la gueule de qui, lui? En plus, c'est un bourbier, il y a du 1000 bornes de littoral avec du zigzag. Laisse tomber, c'est Et cramé. puis t'as des îles partout. C'est un vrai bordel. Les îles, tu peux y aller, mais après, tu te manges un missile, tu Non, poses puis une les îles, tente. t'as vu les îles que c'est? C'est toutes petites îles. Mais ouais, t'es cramé, c'est souriez. T'as vous pas êtes besoin de souriez, hein. plusieurs missiles pour les éclater. Hein. Ah non, c'est l'île aux serpents, quoi. C'est ça. Tu poses un drapeau et tu te casses en courant, quoi. C'est ça. Mais là, je pense qu'il y a un piège. Netanyahou veut que l'Europe rentre là-dedans. pour que ce soit Netanyahou veut embarquer tout le monde dans sa merde. Mais il y arrive, là, regarde. Hier, Bien ils sûr. ont dit non, là, aujourd'hui, c'est oui. Attends. On est foutu, ça veut dire. Est-ce Mais- que quelqu'un peut te poser des questions ou tu... Oui, bien sûr. Bien sûr, après je vais y aller, ouais, mais on y va. Allez, Moi, Abou, si tu as une moi, question. j'aimerais bien en poser une question, si ça dérange personne. Bien évidemment que non. En fait, quelles répercussions à court terme tous ces conflits-là pour la France? Bah, moi, à mon avis, les répercussions vont être terribles puisqu'on n'a ni matière première. Aujourd'hui, on a eu en fait, si tu veux, moi, je suis énormément Charles Gave et quand Charles Gave dit l'énergie, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Quand tu commences à taper dans l'énergie, t'es dans la merde. Donc là, ce qui s'est passé avec l'aveu terrible de Maud Bréjon aujourd'hui, qui nous a expliqué que écoutez, mais à culpa, on s'est trompé. Hein. On a pensé que ça allait monter de quelques centimes, on a pris 30 centimes. Je vois un amateurisme, si tu veux, exceptionnel à la tête de ce pays. Et pire que ça, j'appelle ça moi une escroquerie en fait. Et ces gens-là, quand ils viennent me parler, on vient de découvrir en fait qu'on a un problème de dépendance puisque 90% de notre gasoil n'est pas raffiné en Europe. Donc on est dépendant. Enfin, je veux dire, heureusement que vous êtes là depuis 2017 en fait. Non mais je peux pas croire une seule seconde qu'il n'y ait pas un stratège à la con, même le plus demeuré si tu veux en France, qui n'ait pas expliqué à ces gens-là où est-ce qu'on allait. Surtout après l'arrivée de Trump au pouvoir et surtout après les velléités, si tu veux, de Benjamin Netanyahou. Donc, ces gens-là étaient parfaitement au courant ou alors ce sont de sombres incompétents. Et le problème, c'est que là, comme je disais tout à l'heure, là, on parle d'Ormuz, on parle si tu veux, les pays européens qui rentrent dans la danse.
les pays, les monarchies du Golfe, les pétromonarchies du Golfe, donc l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Et si en plus de ça, tout ça, ça arrive et que les Iraniens tapent le détroit de Bab el-Mandeb, donc qui mène à la mer Rouge et qui condamne le canal de Suez, eh ben, je te laisse imaginer que tu vas payer le litre de gasoil 5 euros, quoi. C'est clair, mais les mecs du Golfe, ils ont pas d'armée. Tu prends l'Arabie Saoudite. Ah, bien sûr que si. Ah bah c'est bien sûr que si. Les ils ont Émirats, dit- mais ils ont de quoi faire mal quand même. Ils ont, si tu veux, quand tu commences à parler coalition, là tu commences à faire mal. Là c'est pas, si tu les prends chacun isolé, oui. Mais quand tu commences à parler coalition, là ouais. Mais après la question à se poser, c'est que va faire la Russie, que va faire la Chine. Donc on est assis sur un baril de poudre là, si tu veux. Donc on sait, nous ici, malheureusement, en Europe, étant donné qu'on n'est pas du tout un continent qui est fort, on est 440 millions de consommateurs, avec rien du tout, parce que là, si vous avez remarqué, Van der Leyen, elle est aux abonnés absentes, on l'entend pas. Hein. Elle a dit qu'on va rouvrir les centrales nucléaires. Ah oui, mais oui, non, mais elle a fait son mea culpa elle aussi la semaine dernière. Tu vois? Non, mais on est vraiment, on est les premières victimes collatérales de cette histoire. C'est clair. Et Charbel, toi qui connais bien la région, est-ce que tu crois au projet du Grand Israël? Bien sûr. Bien sûr. Quand on parle de Grand Israël, il faut que les gens comprennent de quoi on parle. On parle d'un tiers de l'Égypte, un tiers de l'Arabie Saoudite, la Jordanie complètement englobée, le Liban complètement englobé, d'un tiers de la Syrie. Et bien sûr une partie de l'Irak. Parce que tu me semblais optimiste sur l'avenir du Liban. Je suis optimiste. Alors, un projet, ça veut pas dire une finalité. Hein. Ouais, tu crois pas qu'ils vont y arriver, quoi. Je pense pas qu'ils vont y arriver, puisque au Liban, de toute façon, tu sais, je veux dire, nous, on n'est pas. Tu peux pas occuper un peuple si tu veux ad vitam aeternam. On l'a vu avec les Syriens, on l'a vu avec les Israéliens, on l'a vu avec les Ottomans, aussi. Tu peux pas occuper un peuple ad vitam aeternam. Au bout d'un moment, la nature reprend ses droits. Ouais. Voilà. Après, c'est peut-être sur plusieurs générations, mais la nature, au bout d'un moment, reprend ses droits. Donc voilà. Ils commencent à parler de la Turquie, là, en ce moment, là, les Israéliens. Ouais, mais enfin, faut pas jouer avec Erdogan. Hein. Oui, c'est pas le même. Erdogan, il est encore plus jusqu'au boutiste que les Iraniens. Hein. C'est leur allié, en vérité, quand tu vois bien. Ah bah, en fait, Erdogan, il est l'allié de tout le monde, si tu veux. Du moment qu'on touche pas à ses intérêts. Mais il a raison. C'est lui qui a raison. Ouais. Oh, bah tiens, il est monté, la voie libre. Vas-y, pose ta question. Bonsoir Charbel. Bonsoir. Merci d'avoir intervenu sur Radio Frexit. Hein. Voilà, j'ai une petite question pour toi. Tu as parlé tout à l'heure que tu as voté à plusieurs reprises pour Monsieur Asselineau. Et je voulais savoir si tu vas rééditer s'il est à la présidentielle de 2027. Bien, oui. Ouais. Ah, mais... Non, mais oui, vas-y. Sans aucune ambiguïté, bien évidemment. Super. À moins que Philippe de Villiers se présente. Là, on verra. Je te le cache pas. Mais Monsieur Asselineau, pour moi, c'est la seule voix aujourd'hui, si tu veux, qui est un outsider. Bon, moi, ce qui me déçoit, si tu veux, c'est que tous ces gens-là qui sont vraiment des opposants à ce qui se passe et des frexiteurs et compagnie n'arrivent pas à s'entendre. C'est le grand malheur. Mais oui, je donnerai pas une seule voix à un seul des partis qui est présent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et pourquoi De Villiers, du coup, tu aurais un doute par rapport à Asselineau? Si, par exemple, ils sont tous les deux représentés. Bah, De Villiers, si tu veux, je pense que c'est un mec, parce que De Villiers, je pense que c'est un mec qui a une capacité à rassembler autour de lui, tu vois. Asselineau, aujourd'hui, malheureusement, il est invisibilisé, tu vois. Si, De Villiers, il veut sortir de l'Europe, De Villiers, il est frexiteur, là. Hein. Il a changé d'avis il y a pas longtemps, là. Il a dit qu'il faut quitter la Grande Broyeuse, hein. Qu'est-ce que tu penses de Villepin, Charbel? Oh, bah, c'est un Jean-Luc Mélenchon de droite. Okay. Et ouais, donc De Villiers, ça te dérange pas qu'il change comme ça d'avis Est-ce que juste attends, finis le propos. C'est juste moi j'ai mes des doutes de Villiers, je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises, mais j'ai mes des doutes en fait de sa façon de changer par rapport au vent qui tourne en fait. Tu vois, c'est là que j'ai un problème avec ces genres de choses là, moi. Tu vois, et c'est là que Asselineau, ouais, peut-être, ouais, il est invisibilisé, je suis d'accord avec toi. On l'aide pas, hein, parce qu'il a des choses à dire. Mais malheureusement, lui, il est toujours sur sa ligne droite. Et il change pas, tu vois, c'est toujours le même mec, en fait. Et le De Villiers, j'ai peur que, tu vois, juste pour rassembler, en fait, avec
En fait, ce serait pour faire du râtelier au niveau du père, tu vois, pour dire voilà, tu vois. Et c'est ça que j'ai mis un doute, tu vois. Tu comprends, Charbel? Moi, j'ai mis un doute. Ah, mais je comprends tout à fait. Mais en fait, si tu veux, moi, je raisonne de manière, si tu veux, un petit peu différente. D'un sens, c'est de mettre un coup d'arrêt, si tu veux, net et précis. Je cherche la personne qui est capable de mettre un coup d'arrêt net et précis à Von der Leyen. Ouais, on est d'accord avec toi de ce côté-là. Alors, est-ce que De Villiers va nous rouler dans la farine? Ça fera un Trump bis? J'en sais rien. C'est ça. Mais, bon, lui, il partira pas en guerre contre l'Iran, mais ça c'est sûr. On est bien d'accord. Mais voilà, tu vois, tu l'as évoqué. Hein. J'ai peur qu'il nous la foute à l'envers, tu vois. C'est surtout ça. Ouais, je sais pas, on verra, mais en attendant. En tout cas, merci pour ton honnêteté. Hein. C'est gentil, c'est bien. Tu parles. Je vous en prie, les amis, je vous en prie. Tu parles vrai, c'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Bah, merci en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Quelqu'un a d'autres questions? Bah, moi, j'ai tout dit, moi, c'est nickel. Hein. C'est parfait. Non, pour moi, c'est bon aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci, hein, t'as assuré. Merci pour ton intervention, Charbel. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était un plaisir. Hein. Moi aussi. Je te souhaite une bonne soirée. Merci encore. Et on se contacte hein, pour la pétition. Hein. Eh ben, écoutez, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Même s'il faut en reparler plus en détail, faire des choses là-dessus, avec plaisir, n'hésitez pas. Ah bah voilà, bah nickel. Et on t'attend pour que tu viennes nous parler de la prochaine pétition, quoi. En fait, moi, je suis pas du tout un lanceur de pétition. Moi, j'ai lancé ce truc-là parce que je me suis dit sur le site de l'Assemblée nationale, bon, c'est quelque chose d'officiel. Voilà, si on arrive à faire un coup, si tu veux, pour faire parler de nous, si tu veux, 1 million de signataires, 2 millions de signataires, je me suis dit que il y a peut-être une carte à jouer, si tu veux. Mais pour l'instant, je suis à 24 073, donc bah, on est un peu loin du compte là, tu vois. Ouais, ce serait bien si on en parler avec Asselineau, ce serait génial. Ça. Bah, ce serait cool, ouais. Ce serait cool si on peut me mettre en relation avec lui, ça serait bien. Bah, on reste en contact. Ça marche. Bah, en tout cas, sincèrement, merci. Hein, t'as assuré et on reste en contact par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. N'hésite pas à nous recontacter si jamais tu souhaites revenir papoter un peu avec nous. Hein. Tu seras le bienvenu. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si je vous vois passer en live, je viendrai vous voir. Bon, merci beaucoup. Super. Bon, en tout cas, on se tient au jus pour la pétition. Avec ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Charbel.